Messieurs, dames, bonsoir. Pour les gens qui pouvaient nous suivre en visio et en direct, qui ne soient pas surpris de voir une configuration réduite de ce conseil, puisque en fonction des mesures sanitaires, nous avons décidé de réunir ce conseil communautaire selon les critères confinement, c'est-à-dire un tiers du conseil avec des pouvoirs pour chacun des représentants, double, 2 pouvoirs par représentant. Donc, je demande à M. Vian de bien vouloir faire l'appel et voir si nous avons le quorum. Patrick Risser. Présent. Claude Bossec. Présent. Jean-Jacques Bourson. Présent. Bosco Stéphane. Présent. Daniel Simaré, excusé pour voir M. Sandeki. Frio Marie-Rose. Présent. Carmelo Lopresti, excusé pour voir M. Fauchi. Sébastien Révy. Présent. Estremont Gilles. Présent. Nancy Karine, excusé pour voir M. Brusco. Ménikiti Fabienne, excusé pour voir Mme Frio. Petit Claire Guillaume, excusé pour voir M. Petroskas. Arési Claire, excusé pour voir M. Réby. Bellucci Francine, excusé pour voir M. Bossec. Judicaël Baudet, excusé pour voir M. Guillotin. Bouméline Sarah, Présent. qui sera secrétaire de séance. Cancerini Salvador, Hélène, excusé pour voir M. Petroskas. Sandeki Christian. Couvouille Marie-Ange. Elle est excusée, elle m'a laissé les On peut voir. Fachi Antoine. Pastor Oliviane, excusé pour voir M. Pocran. Félix Simonet. Elle l'a envoyé une procuration, non? Mais sinon, vous avez le droit de pouvoir. Je vous donne. Oui, normalement, c'est un vrai qu'il avait. Guillotin Bruno. Augustin Marius Baillery, excusé pour voir M. Bourson. Jacquin Eric. Lebrun-Marie, excusé pour voir M. Descremont. Matouché Gérald, excusé pour voir Mme Friot. Narcy Myriam, excusé pour voir M. Reiby. Petroskas Daniel. Présent. Procor Frédéric. Présent. Isaac Thierry, pardon. Présent. Strage Vanayt, excusé pour voir M. Falchi. Bien, les règles du quorum dans cette configuration restreinte étant valables, nous pourrons délibérer. Je vous propose de passer au point 1, approbation du Conseil du 7 octobre. Et donc, vous en avez tous été destinataires, du moins je l'espère. Est-ce qu'il y a des remarques? Bien, je vais le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Finance. Alors, vous m'excuserez, je risque d'avoir quelques problèmes de lecture, parce que comme vous le savez, j'ai opéré une cataracte œil droit après l'œil gauche, et l'accommodation n'est pas encore tout à fait là, et en particulier en fin de journée. Donc, il m'arrivera peut-être de donner la parole à l'un ou l'autre pour pouvoir, lorsque j'aurai quelques difficultés de lecture. Tout ça ne sera corrigé que dans quelques jours ou quelques semaines. Sauf erreur, nous sommes au point 2, M. Vian, et nous parlons des DM budget principal. Alors, je précise que tous ces points, mis à part là peut-être, ont déjà été discutés en bureau. D'accord? Donc, a priori, il n'y avait pas eu des questions qui devaient être posées, l'ont été. Donc, au bureau de la semaine dernière. Budget principal, demande de décision modificative, M. Vian, si vous voulez bien nous la présenter. Donc, deux demandes qui émanent de la perception pour modifier les écritures. Donc, c'est-à-dire rajouter de l'argent sur certains articles en en enlevant sur d'autres, des chapitres, des opérations à somme nulle. Donc, on vous propose deux choses ce soir, donc de rajouter 10 800,80 € sur le chapitre 60, article 60, 111 et 132,16 € sur l'annulation optique sur le chapitre 673, donc c'est les demandes de la trésorerie de modification d'application. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Autre chose, nous avons eu également ce matin, si vous l'acceptez, une autre demande de la trésorerie de modification donc,
le chapitre, cette fois sur de l'investissement, c'est sur les travaux de la déchetterie. Nous avons mandaté la somme en chapitre 21 comme nous faisons d'habitude, en article 21.318. Le mandat a été rejeté ce matin et nous demande de le passer en chapitre 23. Donc si le Conseil l'accepte ce soir, il demandera donc de faire une minoration du chapitre 21 du coût de travaux qui était porté par Eurovia sur la déchetterie de 185 683,70 € et une majoration du chapitre 23 à l'article 23.13 de cette même somme pour pouvoir payer la facture. Et sinon, si vous ne souhaitez pas, on mettra ça lors du jour d'un prochain appel. Je profite de l'occasion qui m'est donnée. Vous savez que lors d'une des dernières discussions, nous avions eu à traiter de nos problématiques différentes avec nos trésoreries. En voilà encore un exemple. Le courrier que j'adresse aux autorités en cours de préparation, on le finalise aujourd'hui ou demain, vous en aurez copie. Et je fais part à l'autorité financière des problématiques que nous rencontrons sur le territoire et je rapporte le mécontentement général, en tout cas pour la partie mosellane. D'accord ? En tout cas pour la partie mosellane à laquelle ils sont associés à un certain nombre de maires. S'il fallait à un moment ou à un autre le faire de l'autre côté, voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est de notre partie, la trésorerie de Montois, vous aurez une copie du courrier. Monsieur Spisak. Ce qui est en tout cas pour Villeruy, nous on a déjà fait le courrier, on a reçu la réponse. Si vous voulez, je pourrais le transmettre à tous les membres du bureau, comme ça vous aurez la position de la trésorerie de Longwy. Voilà, donc je termine là mon intervention. Donc M. Villon vous a présenté CDM comme a présenté au bureau. Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire? Monsieur Guillotin. Monsieur le Président, chers collègues, oui, c'est juste savoir si c'est un jeu d'écriture, ce qui nous est présenté ce soir, ou deux, est-ce qu'il y a vraiment des intérêts moratoires et des pénalités de marché à payer pour lesquelles on doit proposer cette somme de 10 800 €. Et si c'est le cas, à ce moment-là, sur quel type de marché, entre guillemets, il y a ces intérêts et ces pénalités? Alors oui et oui. Oui, c'est bien un jeu d'écriture, c'est-à-dire qu'on modifie bien des écritures. Et oui, il y a bien eu des intérêts moratoires sur le marché du pôle culturel, notamment, comme j'avais expliqué la semaine dernière, différents échanges lors des démarrages du marché avec les services de la trésorerie où on a mis à peu près 3 mois pour libérer la première facture. Donc l'argent, nous l'avions prévu, mais l'article ne convenait pas. Donc, on a demandé de changer l'article. Voilà. Donc nous nous retrouvons devant une accumulation de problèmes qui justifie le courrier que nous sommes en train de rédiger. Est-ce que cette réponse vous convient, vous satisfait? Elle me satisfait. La situation peut ne pas nous satisfaire, en tout cas vous avez une réponse. Tout à fait. Je confirme encore aujourd'hui pour Russange. Même chose. Donc ce sera finalisé d'ici demain ou après-demain et je vous aurai une copie de la lettre. Je pense qu'on peut confirmer pour beaucoup de communes dans cette affaire. Non mais on en a posé, voilà. On le redit ce soir et on donnera suite. Donc je remets au vote pour être sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Nous pourrons donc traiter efficacement cette décision modificative. Monsieur Villon, vous allez essayer de nous expliquer aussi rapidement qu'il est possible, de manière aussi synthétique que vous l'aviez fait lors du bureau, de l'octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2020. Alors, pour resituer déjà, l'agence France Locale est une banque constituée uniquement de collectivités territoriales. C'est une banque pour les collectivités territoriales dans laquelle la communauté de communes est devenue actionnaire il y a maintenant plus d'une année, dans la mesure où nous avons contracté un emprunt avec cette banque. Voilà, donc on contracte un emprunt, vous devenez actionnaire, qui vous permet d'avoir premièrement des tarifs bonifiés, deuxièmement des négociations plus faciles. Donc grosso modo, si je synthétise, c'est d'une certaine manière l'équivalent de la banque des territoires avec des taux plus intéressants parce que ce sont les taux des banques qui sont. Donc ce qui est demandé en fait une fois que nous devons actionnaires nous devons emprunter de l'argent, c'est pour pouvoir de nouveau travailler avec eux, garantir en fait l'argent que nous avons emprunté, leur garantir. Pourquoi? Tout simplement, c'est que cette banque va sur le marché chercher de l'argent
et elle a besoin d'avoir des garanties derrière pour aller chercher de l'argent et prêter aux différentes collectivités. Donc ce qu'elle demande, c'est que les collectivités garantissent l'argent qu'elles ont emprunté sur la durée de l'emprunt et sur la durée du reliquat de capital et d'intérêt. Donc ça veut dire grosso modo, ce que nous demande l'Agence France Locale, c'est de dire que, je synthétise vraiment, nous allons les rembourser. C'est vraiment très synthétique. Mais ils ont besoin de ça quand ils vont sur le marché obligataire en termes de garantie pour pouvoir avoir de l'argent. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est un peu technique. Alors c'est effectivement un peu technique et on en avait discuté au bureau. Est-ce que quelqu'un souhaite, alors vous avez eu l'ensemble des documents, est-ce que quelqu'un souhaite une précision ou l'autre avant que je ne vous demande l'autorisation? Des questions? Bien, donc je vais le passer au vote et donc je vous demande de m'autoriser pendant l'année 2020 à signer le ou les engagements de garantie pris par la CCPHDA dans les conditions que je viens de définir ci-dessus et que M. Vian vient d'informer, conformément au modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe, et à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? M. Guillotin, je vous remercie. Subvention, alors oui, on est bien au point 4. Oui, subvention 2020 à l'association Thionvilloise d'aide aux victimes. Alors c'est une subvention qui n'est pas nouvelle à la communauté de communes. Marie-Rose va nous dire que depuis combien de temps, et puis nous situer un tout petit peu la question, étant entendu que le bureau avait donné un avis favorable. Marie-Rose Friot. Oui, depuis les 2 derniers mandats, cette association a une œuvre sur notre territoire. Micro, Marie-Rose. Pas le micro, s'il te plaît, sinon on n'entendra pas la télé. Oui. L'association ATAP, c'est une association d'aide aux victimes qui œuvre sur le territoire depuis les 2 derniers mandats. Et elle est présente en permanence à Ounès tous les mardis matins. On peut y aller sans rendez-vous. Elle œuvre pour les victimes d'infractions pénales. Elle offre une aide morale et ou matérielle, tant par ses propres moyens que par la mobilisation des services et des moyens déjà existants. Elle est chargée de promouvoir et coordonner les actions intéressant les victimes, écouter, informer sur les droits, les procédures, accompagner psychologiquement et socialement dans l'immédiateté et dans la durée, de manière gratuite et confidentielle. Toutes les victimes de délinquance dont le ressort du TGI, du tribunal de grande instance de Thionville, et surtout au plus proche d'elles. Afin de protéger les victimes en agissant sur les auteurs et afin d'éviter la récidive et prévenir la délinquance, la table organise des stages de citoyenneté à destination des auteurs dans le cadre de la mission de composition pénale. En 2019, la table a accompagné 1531 personnes, 1417 en 2018, soit une augmentation de 8%, dont 570 au sein du bureau d'aide aux victimes. Sur le territoire de la CCPHDA, cette année, c'est 65 familles, une personne, mais c'est des familles, qui ont été reçues, 85 en 2018. 10 personnes pour une question d'accès au droit, 55 personnes victimes d'infractions pénales, dont 31 femmes et 24 hommes. À Audin-Tige, 20 familles, Aunès, 9 familles, Boulange 8, Autange 11, Rédange 2, Tille 2, Villerue 3. Elle assure notamment l'aide aux foyers qui viennent au Resto du Cœur. Souvent, ils sont envoyés à cette association pour être écoutés. La table assure une permanence, donc à la mairie d'Aunès. La demande de la table pour 2019 s'élevait à 3 966 €, soit 0,14 € par habitant, sur une base de 28 328 habitants. La demande de la table pour 2020, elle a un peu élevé, s'élève à 4 580 €, soit 0,16 € par habitant. L'augmentation du tarif habitant sur 2020 résulte du fait de la complexité des dossiers et du temps nécessaire au traitement. De plus, la table met en place un réseau sur le PIO de partenaires tant associatifs qu'institutionnels œuvrant pour la lutte contre la violence faite aux femmes et je rajouterai faite aux hommes aussi, parce que ça arrive aussi que les maris doivent. Cette nouvelle mission demande un investissement en temps de travail non négligeable, animation, coordination, formation, sensibilisation des actions.
Les subventions de la table, de la CCPHD à la table, alors en 2016, elle était de 1910, donc 0,069 euros par habitant. 2017, 2570, 0,092 euros par habitant. 2018, 3772, 0,135 euros par habitant. Et 2019, 3966, 0,140 euros par habitant. L'association Tournivoise d'aide aux victimes apporte en accord avec la charte de l'INAVEM, Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation, dont elle est membre, une aide aux victimes d'infractions pénales. La table rend un service gratuit en toute confidentialité et en complémentarité du travail accompli par la justice, les avocats et les services de police et de gendarmerie. Elle assure une permanence, là, comme je vous ai dit, à Aulnay tous les mardis, et sans rendez-vous. Les familles peuvent se présenter. Voilà, si vous avez des questions avant que je passe au vote. Madame Boumelina. Je pense qu'on va pas passer suffisamment son info. Je voulais juste savoir si c'était possible d'avoir une copie de ce que vous venez de nous dire. Tout à fait, j'ai même des formulaires, je ne les ai pas sur moi, mais je vous les donnerai. Il y a des dépliants de l'association. Moi, j'assiste aux assemblées générales, en règle générale. Et là, il y a des réunions aussi maintenant sur le territoire au sujet des femmes battues, notamment depuis l'époque du Covid. Et donc, c'est en visio, mais j'assiste aussi et puis je participe. Madame Céline, si vous souhaitez la pièce telle qu'elle est là, vous l'avez dans les documents qu'on vous a envoyés avec l'ensemble des actes et des délibérations du conseil. Je l'ai bien vu celle-là. Mais on a aussi des dépliants pour faire un peu de publicité. Voilà. Merci Madame Friot. Voilà. Il y a au terme de ce bilan que nous a fait Madame Friot, et sachant donc que lorsqu'on regarde les statistiques que c'est un réel service rendu, y a-t-il d'autres questions? Oui, juste sur les dépliants, c'est possible justement de communiquer tous ces dépliants à toutes les communes de l'Interco pour, ou même s'il y a des affiches pour l'affichage, parce que finalement, en termes de permanence. Je vais demander à Mme Darda, qui est juriste à la table, et je lui demanderai qu'elle nous procure assez pour toutes les communes. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Je n'ai pas aller poser plus loin dans les questions, vu que M. Risser m'avait coupé sur les dents. Non, mais je vous en prie, Madame Oubéline, telle n'était pas ma volonté. Mais je sais bien, M. Risser. Donc si vous voulez ajouter quelque chose, ce sera avec... Éventuellement, voir si une collaboration avec le CCAS est nécessaire. Je vais en parler à Mme Darda. Parce que je pense que le CCAS est au courant en amont avec les personnes et les familles victimes de violences conjugales ou autres, et il serait important que voilà, il y a un partenariat qui doit se faire avec le CCAS. Ce partenariat, il existe déjà avec les Restos du Cœur. Je peux témoigner, on a envoyé beaucoup de familles et les problèmes ont été résolus, et rapidement aussi. Donc il n'y a pas de souci avec les CCAS, ça doit pouvoir aller aussi. Acceptable. Merci bien, Madame Friot. Et bien, Madame Friot, vous avez toute délégation pour nous mettre ça en route là. Oui. Voilà. Donc je vais procéder au vote. Monsieur Guillotin. Oui, bonsoir à tous encore une fois. Quelques petites remarques sur cette association dont l'objet n'est pas du tout à remettre en cause du tout. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fin de compte, quand j'ai découvert le document, la participation par habitant a doublé en 3 ans. Et je m'interroge sur cette évolution un peu galopante de la participation, même si ça reste encore très raisonnable. Aujourd'hui, 4 500 € pour la communauté de communes, voilà, c'est pas énormément. Mais attention, jusqu'où irons-nous? C'est la question que je peux poser aujourd'hui. La deuxième question que j'aurais aussi à formuler, c'est l'intervention concernant les violences faites aux femmes et donc aux hommes par extension. Nous avons sur notre territoire, et sur Longwy en particulier, le CEDIF qui intervient. Est-ce que ces deux organismes se correspondent entre eux? Est-ce qu'il y a une... Voilà, je voudrais savoir comment les deux peuvent fonctionner. Et troisième question, j'avais 203. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres permanences ailleurs qu'à Aulnay? Déjà, à Aulnay, c'était centralisé par rapport à géographiquement, on avait choisi Aulnay, mais je peux toujours poser la question, comme je vous dis, à Mme Darda, la juriste, en question. Après, Quant aux relations avec le CEDIF, je n'ai pas de réponse à vous donner. Ça non plus. Néanmoins, Madame Friot, on peut peut-être tenter d'approfondir un peu. Tout à fait. D'accord. Donc, il se trouve que là, la communauté de communes étant adhérente, les services sont rendus à l'ensemble de la population, même de votre côté. Voilà. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux à un plus haut niveau? Je ne sais pas, mais on va mettre ça sur les tablettes et on verra si éventuellement il y a quelque chose à en tirer.
Quant à la somme qui a augmenté, c'est surtout à cause du Covid et puis des interventions qu'ils ont dû amener sur le territoire. Je pense que maintenant, ça va se stagner, je dirais, dans les années suivantes, ça ne va pas augmenter systématiquement. Sauf si le nombre de cas augmente et que la complexité des cas augmente aussi. Donc voilà, comme le dit M. Guillotin, ça reste très raisonnable. Il est bien évident que si on devait atteindre des sommes, bon, après, mais pour l'instant en tout cas, Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le taux de justice et toute autre action a ses conséquences et l'évolution aussi des coûts. ouais, donc voilà. Donc moi, comme vous dites, ça augmente, ça me paraît encore très raisonnable. Monsieur Spisak. Concernant le CEDIF, juste pour information, nous sur Villerue, des permanences vont être mises en place dès le mois de février. Ces permanences auraient dû être déjà mises en place en avril 2019, en mars 2019, non 2020 pardon, mais du fait du Covid, elles ont été repoussées. Et la part communale, elle est de 1500 €, parce qu'elle a été votée au dernier justement CA du CCAS, où donc, vous étiez présent, M. Guillotin. Donc, mais quoi qu'il en soit, voilà. Et à savoir que le CEDIF, les personnes qui pourront venir dans les permanences ne seront pas exclusivement des personnes de Villerue ou de Thil, mais ça sera étendu à tout le territoire. Et d'où le fait que dès qu'il y aura les premières permanences, on communiquera au sein de l'Interco pour justement aussi informer les gens de l'Interco qui puis s'il y a des personnes qui souhaitent bénéficier, ce sera des permanences le samedi matin. Est-ce que les objectifs du CEDIF sont sensiblement les mêmes que ceux de la table? Ou est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que c'est complémentaire? Je veux dire, je pose la question parce que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. On va dire c'est plutôt complémentaire. Bon, il y a sur certains axes, c'est les mêmes axes, hein, mais là c'est notamment sur tout le dossier de la parentalité. Donc on va dire c'est plus de la complémentarité que c'est pas du tout. Enfin, il y a certaines actions qui se rejoignent, mais après pour le reste. Madame Friot, votre dossier vient de s'étoffer un peu. À savoir quand même que pour les victimes, c'est gratuit. Bon, c'est nous qui donnons la subvention, mais après les personnes qui se présentent, tout est gratuit. Et ça va jusqu'au tribunal. On peut imaginer que les victimes qui se présentent ne pourront pas assumer d'elles-mêmes l'ensemble de ces procédures. Bien, écoutez, Marie-Rose, tu mets au roi. Voilà, je vais passer au roi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et moi aussi. Point 6. Versement d'un fonds de concours à la commune de Villerue. Donc le point 5. Participation, manifestation à la fête de la science. Donc j'ai présenté au bureau une demande du comité Normes Zenbus de la fête de la science pour une subvention pour la fête de la science qui a eu lieu à Aumès en octobre dernier, sachant qu'on a organisé une exposition et des conférences à destination de l'ensemble du territoire. Jusqu'à présent, nous avons toujours honoré cette demande de subvention dans le cadre de notre politique culturelle d'information des populations. Les conférences étaient d'un très haut niveau, je ne suis pas sûr qu'on ait eu le public qu'elles méritaient, mais ça c'est malheureusement et souvent le cas. Monsieur Destremont, vous souhaitez en dire un mot en tant que, non pas porteur du projet, mais en tout cas en tant que lieu de ce projet. J'ai dit un mot, monsieur Destremont. Moi je n'ai rien à dire. Voilà. J'en ai dit 3. Voilà. En tout cas, c'est une manifestation qui est destinée principalement aux scolaires. Je pense qu'effectivement, il va falloir revoir, mais les circonstances très particulières, notamment avec le Covid, que la communication soit faite sur l'ensemble des communes de l'Interco, puisque l'exposition est présente depuis plus d'une dizaine de jours. Alors effectivement, les collèges, les écoles primaires, c'est accessible à tous et c'est accessible en week-end au public. Donc je pense qu'il y a peut-être une communication à faire plus fortement les prochaines années pour qu'il y ait des retours et de l'interface. En tout cas, ce n'est pas la première année que ça se fait. Je pense que ceux qui n'étaient pas présents à la conférence sur les données ont loupé quelque chose. Jacques Priol a été très bon. Et effectivement, ça vous ouvre un peu les yeux sur la gestion de la donnée publique et ce qui peut être positif ou des fois négatif. Voilà. Mais la conférence sur l'évolution et l'historique des friches industrielles, que ce soit chez nous ou ailleurs, le samedi après-midi était franchement passionnant. Voilà. Vraiment. Monsieur Cochran.
Oui, je voulais juste poser une question par rapport à la centralité de l'événement. Est-ce que c'est un événement qui va toujours rester sur Metz ou est-ce qu'il a vocation à être un petit peu délocalisé dans les autres communes, la CCPHVA? Alors, je dis, quand ça a été posé, quand le dossier a été posé, nous avons la chance dans notre conseil municipal d'avoir un professeur qui est membre de l'association Nord-Lorraine, effectivement, de la Fête de la Science, qui délocalise, que ce soit à Yange, Changeville, d'autres endroits, Lutz, Metz et tout ça. Donc effectivement, il y a 4 ans, quand ça a été mis en place, il a proposé au Metz, ça s'est fait comme ça. Maintenant, moi, j'ai aucun souci pour que ça se délocalise ailleurs et que ça soit complémentaire, il n'y a aucun problème. Mais après, nous, c'était une intention personnelle que l'on a fait sur notre commune. Je pense que ça peut prendre une ampleur autre sur l'Interco. Alors, je pense qu'ici, à Oudaltiche en particulier, vous connaissez M. Angéli, Oui. Hervé, donc c'est lui qui est chargé de tout ça au niveau du comité. Donc si vous avez des propositions à faire pour une forme de décentralisation ou de réception d'une conférence ou en fonction du thème qui sera abordé l'année prochaine, il n'y a pas de souci, nous n'avons pas l'exclusivité d'eux. Cette année, on n'a pas reçu de collège parce que, ou très peu d'écoles parce que c'était Covid, mais il faut savoir qu'il y a certaines manifestations où jusqu'à Audal-Roman, le collège d'Audin, etc., sont déplacés sur les expos. Hein. Donc cette année, voilà, on a fait réussir. Mais donc c'est ouvert et ça n'est pas nécessairement centralisé à Ouest. En bureau, j'avais demandé si c'était possible d'avoir le bilan financier. Alors c'est en cours d'instruction et donc le comité est en train de vous établir ce bilan et dans la décision du conseil communautaire rappelle que les porteurs doivent transmettre à l'issue de la manifestation un bilan de celle-ci, reprenant les éléments qualitatifs et financiers ainsi que les supports de communication réalisés. Je suis d'accord, mais c'est simplement parce qu'en amont de la demande de subvention, je pense qu'ils doivent présenter un bilan prévisionnel et donc c'est déjà au moins savoir le coût de la manifestation. Ça, je peux éventuellement demander à Angélie de vous envoyer le prévisionnel, sachant qu'un prévisionnel, ce sera un prévisionnel. Mais dans la délivre, de se passer sur la subvention, parce que là on donne 1200, attention, j'ai rien contre la subvention, mais simplement que là on donne 1250 €, mais on ne connaît pas non plus le budget justement de prévisionnel sur la manifestation, donc c'est simplement pour avoir un rapport entre la subvention qu'on donne et puis le budget total. Donc je demanderai à Hervé Angélique. Il faut savoir que cette année aussi, puisque nous étions à la fois en transition et en Covid, nous n'avons pas réuni les commissions adéquates pour ces demandes de subvention. Et que là, il y avait une forme d'urgence A et que donc nous l'avons traité ainsi. Mais cette demande a toujours été, en général, mise dans une commission et étudiée par la commission. Voilà, vous aurez donc le prévisionnel éventuel avec tout ce qu'il suppose la perfection, étant entendu qu'on a demandé au comité Normes Plus de d'établir le bilan total là. Monsieur Guillotin. Oui, juste une petite question pour savoir d'un point de vue organisation, le thème, c'est nous qui l'avons choisi ou il est choisi par l'organisme lorrain? Il est choisi par l'association voilà, de la Fête de la Science. C'est des thématiques qui changent chaque année et qui sont en relation de manière éducative avec le programme que les enfants font à la fois au collège et au primaire. Donc ça permet d'avoir des thèmes accessibles et deuxièmement de diversifier un peu les différentes thématiques. Alors on a vu pas mal de choses sur les dernières années. Vraiment, ça va très très loin dans les recherches. Hein. Sachant que lorsqu'on a des opportunités, comme on en a eu une avec l'intervention sur la data, par Jacques Friol qui était ici et qui est un spécialiste reconnu national, on fait en sorte de profiter de la ressource au moment où elle existe. Voilà. Donc, autant les thèmes peuvent être définis par le comité national, régional, autant l'exposition, alors ce sont des expositions qui coûtent très cher, mais pour nous, voilà, le fait d'avoir l'expo détermine aussi le thème. Je veux dire, ce sont des histoires d'opportunités. Mais on a chaque fois réussi, lorsque il y avait une actualité, à raccrocher une thématique particulière. Et sachant que H 2022, le développement durable arrive, je veux dire, c'est des choses dont on commence à discuter, étant entendu que nous ne sommes que membres de ce comité, mais que Angélie fait partie vraiment des organisateurs au niveau régional et que donc on peut faire remonter des demandes. Hein. Voilà. Je mets cette décision de subvention au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Ce coup-ci, nous sommes bien au point 6, fonds de concours, piscine de Villerupt.
comme tous les ans, et on a eu un rapport à la fois technique, financier du fonctionnement de la commune de Villerue, puisqu'il y a obligation A. Ce rapport a été présenté par les services de la commune la semaine dernière, ou moins d'une quinzaine de jours devant l'ensemble du membre du bureau. Il n'y a pas eu de question particulière. Ou une intervention de M. Bossec concernant des économies d'eau, etc. Mais je veux dire, ce sont des débats que nous avons déjà pu avoir au niveau de cette piscine. On a tiré un bilan qui consiste en gros à dire que notre piscine, elle est en fin de vie. Allez, on va dire comme ça. Néanmoins, pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, et comme tous les ans, je vais vous proposer de participer à son fonctionnement, étant entendu qu'on avait fixé une somme il y a maintenant 3 ou 4 ans et qu'à chaque fois on applique le coefficient dit du panier du maire, qui permet une augmentation en fonction d'un indice administratif. Et que donc pour cette année, nous vous proposons, pour l'année 2020, parce qu'on m'a dit que c'était écrit 2019 quelque part, monsieur Vian, c'était où 2019 dans le titre. Ben voilà, j'arrive à lire 2019, donc tout le monde corrigera et mettra 2020. Et je vous propose donc de verser un fonds de concours d'un montant de 155 707 € à la commune de Villerue pour participer au fonctionnement de la piscine municipale. Donc de m'autoriser à signer cette convention. Rappeler que le fonds de concours fait l'objet d'une inscription au budget primitif 2021, dit que cette décision sera notifiée à la commune de Villerue, autorise le président à signer tout document relatif à la présente délibération. Je voudrais poser une question, président. Monsieur Facci. Évidemment, donc, il paraît normal qu'il y ait une solidarité des communes sur la piscine de Villerue, puisqu'on est en intercommunalité, néanmoins que la compétence de la piscine de Villerue ne relève pas de la CCPHVA. Ce qui m'étonne, c'est que l'ensemble de cette subvention soit prélevée sur le FPIC. Alors ça, je pensais que le FPIC il était destiné au prorata du nombre d'habitants des communes, à une répartition un peu plus égalitaire des territoires riches et des territoires pauvres. Et dans ce cas-là, on ne sait pas quelle est la quote-part qui a été prise sur chaque commune. Mais on avait déjà discuté du FPIC à une autre réunion où on avait dit que le mode de répartition, en tout cas pour moi, il ne convenait pas. Donc ça, c'est la première remarque. Et cette solidarité dont on fait preuve sur ce versement de fonds de concours, j'aimerais qu'elle soit également de mise lorsque sera question des éoliennes pour la commune d'Autange et pour la commune de Boulange. Elle est peut-être pas sous une forme de fonds de concours, mais peut-être sur une redevance qui revient aux communes au titre des énergies. La commune d'Autange adhère totalement à ces propos. Hein. Nous avons entendu et nous notons. Et nous savons tous que ces discussions devront avoir lieu. Je rappelle que la première réunion de la CLEC aura lieu le 9, et que nous installerons officiellement la CLEC et que nous y dirons, et je le rappelle, son président, et nous avons une candidature, et un vice-président ou une vice-présidente. J'ai fait appel à la candidature, j'attends des réponses, de manière à ce que la CLEC soit officiellement mise en place le 9, sachant qu'elle ne prendra aucune décision le 9, puisqu'elle ne pourra se réunir valablement que sur convocation du nouveau ou de la nouvelle présidente. Donc, nous installerons le président ou la présidente, le ou la vice-présidente. 2, nous ferons une présentation des objectifs et du fonctionnement d'une CLEC et quel est son objectif. Et enfin, nous vous présenterons le bilan chiffré des transferts de charges tels qu'ils se font actuellement dans la communauté de communes. Lorsque nous aurons fait ça, nous rentrerons chez nous avec tous les documents. Chacun y réfléchira, le ou la présidente réunira la CLEC dans des délais que je souhaite assez rapides et nous entamerons les travaux nécessaires qui dureront le temps qu'ils dureront, je l'ai déjà dit, à mettre ces choses-là sur la table. Le FPIC étant une autre discussion qui ne se mélange pas avec la CLEC, ce n'est pas l'objectif de la CLEC. Vous nous avez déjà fait part, M. Facci, de votre volonté d'en revoir les modalités.
c'est pas au cours de la quête qu'on en discutera, faut le dire, mais ça n'empêche que ce sera une discussion. Et que pour établir le budget de l'année prochaine, il faudra bien que cette discussion soit tranchée. Voilà. Donc, chaque chose en son temps, et on sait tous que, en attendant, et pour que nos élèves continuent à aller nager, et apprendre à nager, parce que je rappelle que c'est une piscine avant tout pédagogique, et que son objectif est avant tout là, et que, en ce sens, la piscine rend le service qu'elle doit rendre à l'ensemble de nos habitants. Est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention, Monsieur Coffran? Excusez-moi, j'avais encore une petite question. Je note quand même que sur la fréquentation, le nombre de personnes qui vont baisse, de manière assez drastique. Je vais peut-être faire le parallèle avec une situation qui se présente chaque année, notamment en période de canicule. Est-ce que ce fonds de concours prévoit un quelconque dispositif de prise en charge des entrées en cas de canicule? Ou est-ce qu'il est prévu dans les modalités de la CCPH-là de prévoir un dispositif de prise en charge des entrées pendant ces périodes un petit peu? Alors, de tête, je vais vous répondre que dans la Convention, il n'y a rien de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de conditions particulières, si ce n'est au bilan et voilà, à l'ouverture de la piscine dans un certain nombre voilà, on ne dit pas où vous ouvrez la canicule, vous n'aurez pas les sous. Ah, si je résume, il n'y a pas de condition. Néanmoins que, éventuellement, ça fasse l'objet d'une discussion avec l'organisation de la piscine de Villiers, là, moi je dis pas d'inconvénient, mais je dirais que là, comment je vais dire, je n'essaie pas de fuir la question, mais on ne va pas en discuter ce soir. Par contre, on peut peut-être demander au maire de Villerue ici présent, s'il y a des canicules, si on peut envisager un certain nombre de choses. Et dans ce cas, on se met au boulot et on voit dans quelles conditions. D'une part, sur la baisse de fréquentation, il faut prendre en compte le Covid, où la piscine était fermée pendant 2 mois. Donc ça, c'est d'une part. 2016. De quoi? Depuis 2016. Oui, il y a une baisse, c'est sûr, mais en attendant, après, il faut prendre aussi en compte qu'on est juste à côté de la frontière, que beaucoup de gens passent de l'autre côté et vont sur Esch, la piscine. Mais après, comme on le dit, à nous, c'est une piscine qui est pédagogique, c'est pas une piscine comme certaines personnes veulent aller se détendre, notamment qui passent la frontière ou alors qui vont un peu plus loin pour se détendre. Et concernant la canicule, ça sera des discussions, et puis je pense qu'on pourra le revoir après la quête. Parce que pour l'instant, je le répète, c'est une piscine qui est malheureusement communale, et c'est pas une piscine qui est intercommunale. Et le fonds de concours, c'est simplement, il n'y a pas de reprise de compétences pour le moment, et on espère vraiment sincèrement qu'à la fin de la quête, on pourra avancer, parce qu'il faut, je rappelle aussi que tant que ça reste une piscine communale, on ne peut pas avoir de projet, notamment sur une piscine interco, et d'avancer sur un nouveau projet tant que la compétence n'est pas reprise par l'interco. Alors que le but, encore une fois, c'est pas que la piscine reste sur Villerue, on va pas se le cacher, si maintenant, demain, l'interco a un projet de nouvelle piscine, nous, Villerue, on ne veut pas avoir le monopole et dire non, il faut que la piscine reste sur Villerue. Nous, le but, c'est que qu'on ait un nouveau projet, parce que comme a dit M. le Président, la piscine elle est ouverte depuis 1974 ou 1973, et donc elle est quand même en fin de vie, et je pense que elle répond comme elle le peut aux attentes des élèves en particulier. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas que les élèves de l'Interco qui fréquentent la piscine, mais il y a aussi des écoles en dehors de l'Interco qui viennent sur la piscine de Villerue. Donc, baisse de fréquentation, oui, due au Covid. Pour le reste, oui, monsieur Descamps, je vais vous donner la parole. Pour le reste, l'objectif de cette piscine n'est pas d'entrer en concurrence avec Esch, Longwy qui va bientôt sortir, on va venir vivre. D'accord? Dans les élus, on a une élue, et je ne dévoile aucun secret, qui est Fabienne Médine, qui est utilisatrice de cette piscine. Tout à fait. Quant à moi, personnellement, je ne fais pas la piscine de Villerue. Je vais à Thermopolis. Voilà. Si nous devons reprendre ou refaire une piscine, cette piscine aura une vocation pédagogique, avec des animations qui peuvent permettre de la faire vivre et avec des installations qui peuvent répondre aux besoins d'un public local dans certaines conditions. Mais nous n'irons pas faire un pôle aquatique à 15 millions d'euros pour rentrer en concurrence avec des structures qui existent déjà. Et j'insiste.
J'insiste pourquoi? Parce que chaque fois, il ne faut pas croire que je n'aborde pas cette question de la piscine là où on pourra aller chercher des sous. D'accord? Voilà. Donc ce sont les départements, ce sont éventuellement la région ou d'autres partenaires. On me dit à chaque fois, ouais, mais vous partez sur un projet à 5 ou 6 et vous finirez à 13 parce que vous aurez un tas de demandes, bac d'eau plongée, etc. Non. L'objectif, et je le dis, c'est bien de mettre à disposition de nos populations et de nos enfants, pour répondre aux besoins de l'éducation nationale, un outil où ils apprennent à nager. Ensuite, il y a des clubs de natation qui en profitent. Normal qu'on puisse y faire de l'aquagym dans une eau un peu plus chaude qu'elle n'est actuellement. Normal. Mais l'objectif n'est pas d'aller concurrencer Amnéville, le Luxembourg ou Longwy, dont j'attends avec impatience la fin des travaux pour voir si j'irai plutôt en Meurthe-et-Moselle, à Longwy, qu'à Amnéville en Moselle. Monsieur Lestremont, une dernière intervention. Voilà, je tenais à préciser effectivement sur la problématique de la piscine, il faut être clair qu'on est dans une double problématique d'un outil qui est en fin de vie, comme l'a dit le maire de Villerupt, il ne faut pas se leurrer non plus. Je rappellerai quand même que depuis 2013, dans le projet de territoire, cette piscine qui est communale est à visée intercommunale. Les anciens élus peuvent s'en rappeler. Ça a été vu à l'unanimité, le principe étant surtout sur le côté pédagogique, et on savait très bien à l'époque le problème évolutif de cette piscine, les problèmes d'investissement et de mise à niveau, et on savait très bien qu'à un moment donné, la question va se poser, et je pense que la question va se poser sur ce mandat, pour peut-être un autre futur mandat et un autre projet. Il va falloir être sérieux, qu'à un moment poser les choses et les bases. Aujourd'hui, le seul moyen que nous avons pour envoyer les enfants de moins de 5 ans, plus de 5 ans de collège sur un secteur piscine en temps et en heure calme, ou en temps et en heure à distance proche, c'est la piscine de Villerupt. Où effectivement, c'est sûr qu'il y a un fonds de concours. Je suis tout à fait d'accord effectivement sur l'évolution des choses. C'est toujours un débat qu'il y a de manière des fois polémique ou ostracisant les uns envers les autres. Mais il faut être conscient de ça, c'est qu'actuellement sur notre territoire, nous n'avons pas de piscine que nos enfants ou nos élèves pourraient avoir à distance très raisonnable. Voilà. Donc c'était juste pour préciser les choses. C'est pas un sujet tout neuf, c'est un sujet plus ancien, et je pense qu'il va falloir tranquillement s'être autour de la table pour poser les bases de quelque chose de nouveau, quelque chose de concerté ou de différent. Nous serons peut-être demain dans un projet intercommunal de piscine intercommunale. Pourquoi pas? Il faudra. Et donc le problème est presque aussi, pas tout à fait aussi ancien, mais presque aussi ancien que la piscine. Hein, en tout cas, pour moi, il est. Non, mais là je plaisante un peu. Je veux dire, ça fait 6, 7. C'est 7 ans que j'assiste, ça fait 7 ans que le serpent de mer est là. Donc, quand vous regardez la fréquentation, vous voyez bien qu'une partie de la communauté de communes du Pays Laudunois est aussi à distance des piscines existantes sur leur territoire, où leurs gamins viennent chez nous, comme Tiercelet sur la cale, qui vient effectivement sur la nôtre. Quoi. Enfin, je considère que c'est la nôtre commune, même si elle est communale, à visée communale, elle est à visée intercommunale, notamment pour le pédagogique sur les enfants. En tout cas, elle est sur notre territoire. Bien. Pour la fréquentation, j'ai donné, monsieur Rémy. Pour la fréquentation, la baisse est aussi expliquée par le fait que les plages horaires ont été restreintes par rapport au fait qu'on a du mal à recruter des maîtres nageurs dû à la concurrence. Pour ceux qui ont un peu suivi, il y a eu un moment où il n'y avait pas les maîtres nageurs, ils étaient partis travailler ailleurs pour une paye supérieure et qu'il y a eu bien du mal à les remplacer. À partir du moment où vous n'avez pas les maîtres nageurs, vous n'ouvrez pas des mines d'eau. Et ça a duré quelques mois. Voilà. Donc ça explique aussi. J'ai donné le motif de la délibération. Qui est contre ce fonds de concours? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 7. Charte d'engagement pour une économie circulaire et inclusive sur le territoire de l'OIN AZ-Belval. J'imagine que chacun a pu prendre connaissance, depuis qu'on l'a envoyé, de cette charte. Le bureau n'a pas émis un avis favorable, il n'y a pas eu de discussion ni de tension particulière. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille plus loin dans la présentation ou est-ce que tout le monde ayant lu, je peux le passer à votre
décision. Monsieur Brusco, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, allez-y. Je n'ai pas bien entendu. Non, vas-y, comme tu veux. Ben non, mais c'est comme vous le souhaitez, monsieur Brusco. Donc je vous laisse la parole et vous pouvez mener le débat s'il y en a un ou demander l'approbation du Conseil. Je vous ai pris par surprise. Hein. Il est proposé au Conseil communautaire de permettre au président de signer cette charte. Est-ce que déjà il y a des questions sur cette charte? Non, ça va, tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que là-dessus, il y a unanimité. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous remercie pour l'efficacité dont vous avez fait preuve. Eh ben, point 8, monsieur Brusco. Stéphane? Voilà, quelque chose d'absolument passionnant. La mise à jour de la liste des produits mis en vente dans le cadre de la régie de recettes, c'est une obligation. Donc, considérant la nécessité d'offrir aux habitants des outils permettant la réduction de leur production de déchets et de leur permettre de se doter d'outils de prévention et d'entretien de leurs conteneurs. Donc, il est demandé au Conseil communautaire de valider la liste complémentaire d'outils qui est fournie, qui est là. Donc, s'il y a des questions. Précisons que si la liste est incomplète ou pas actualisée, lorsque ça arrive à la perception, s'ils ne demanderont pas cette liste, voilà, et si demain nous décidons de mettre en vente un cadenas de types différents, on modifiera la liste pour qu'on puisse l'inscrire en dépenses et en recettes. Donc, voilà. Il est proposé donc. Des questions? Non. Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous remercie. Monsieur Villon, vous allez me servir alors, ou monsieur... Non, sur le premier, je vais laisser, sur le droit de préemption, je vais laisser Julien. Bien, alors on va laisser Julien, sachant quand même, et je le rappelle, que depuis une quinzaine de jours, nous avons quelqu'un dans un bureau là-haut qui est en train de prendre ses fonctions d'urbaniste pour remplacer Zahira. Donc on l'a invité à venir autant qu'il le souhaitait pendant cette période de Covid pour voir quels étaient les dossiers. Donc il vient sur place un peu plus souvent que nous autres chargés de mission, mais on est en train d'assurer la transition. Et voilà, on devrait pouvoir avancer sur ces problématiques. Donc monsieur Villon, en attendant, puisque vous êtes notre factotum de service, si vous voulez bien présenter cette problématique du droit de préemption. Donc il faut savoir que depuis le transfert de la compétence sur la rédaction des documents d'urbanisme, la communauté de communes en fait est devenue compétente, en fait détient le droit de préemption urbain. Ça c'est mécanique, ça vient avec le transfert des compétences. Donc des délibérations ont été prises lors du précédent mandat pour répartir cet exercice, répartir de façon très simple, en trois biais. Première direction, c'est vers les maires sur toutes les zones constructibles du document d'urbanisme, sur toutes les zones UA ou UB. Deuxième chose, c'est sur les zones d'opération d'intérêt national vers le FEU, l'établissement public foncier de Lorraine, et sur les zones de développement économique identifiées dans le document qui sont très limitées, le président de la communauté de communes. Donc une délibération à l'approbation du plan local d'urbanisme en février 2020 avait été prise pour poser les choses, donc qui fixait les choses en ces termes, qui identifiait donc l'ensemble des secteurs OIN plus les secteurs OPA-RU, c'est surtout sur ces secteurs-là que les choses se jouent, et qui avait identifié donc deux parcelles qui relevaient des secteurs de développement économique qui étaient classés en tant que tels dans le document d'urbanisme, qui étaient dévolus au président de la communauté de communes. Ces deux parcelles sont une première parcelle sur Omès, donc au sud d'Omès, à l'entrée sud, un peu en dessous du Bricomarché, il y a une parcelle qui fait à peu près 80 arts. Et le deuxième secteur qui est identifié, c'est à l'entrée de Villerue à Conbonne, sur le secteur dit du Leclerc, pour ceux qui identifient. Donc depuis février, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'établissement public foncier de Lorraine a changé de statut. Il est passé établissement public foncier Grand Est, c'est-à-dire qu'il a intégré des collectivités qui sont hors la Lorraine. Donc ce changement de statut, on a échangé avec les services d'établissement public qui est en charge pour le PA
de ces préemptions. Il nous a paru plus sûr juridiquement de reprendre la délibération, de redéléguer au conseil d'administration, cette fois de l'établissement public foncier Grand Est, des questions pour l'OIN, et de maintenir dans les mêmes termes pour les maires, c'est-à-dire 99% des DIA, des déclarations d'intention d'aliéner, concernent les maires, et les deux petits terrains, un petit terrain, un terrain plus gros, sur la question du développement économique pour le président. Donc, on ne change rien à ce qui était, mais on parle dans la délégation au conseil d'administration de l'établissement public foncier du Grand Est. Voilà. Des questions? Donc, nous donnons délégation aux communes membres de la CCPHVA. J'en ai eu. Pardon, j'ai pas vu. J'en ai juste une. Excusez-moi. On avait parlé en bureau, c'était la possibilité sur les zones N de voir si on pouvait avoir ces droits de préemption pour pouvoir garder cette possibilité de garder des zones naturelles et même pas les amener à faire des petits morceaux pour certaines personnes et de nous les proposer ensuite à la vente. Voilà, donc ça c'est des choses dont nous avons discuté avec des phénomènes un peu inquiétants, pour ne pas dire totalement inquiétants, et que nous tenterons d'instruire dans nos prochains travaux. Donc je vous demande l'autorisation de donner délégation aux communes membres de la CCPHVA pour l'exercice du droit de préemption sur l'ensemble des zones urbaines, U, AU, du PLUH, de donner délégation au conseil d'établissement public pour les opérations d'aménagement de l'EPA, de donner délégation au président de la communauté de communes sur les deux zones qu'a situé M. Vian, à savoir la zone AAUX à Villerupt, et je ne m'étendrai pas sur les problématiques de cette zone et sur cette immense zone de développement économique de 80 A située à Omès. Et donc je vous demande de me donner pouvoir pour mettre en œuvre l'ensemble de cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Jean-Jacques Bourson. Présent, j'ai pas de micro, moi on m'a rien donné là. Ben, on va vous en prêter un, il faut peut-être qu'il est un peu sur le fil d'un gauche et l'autre. On va prêter un là. Merci. Sinon tu peux tomber celui-là, voilà. Ah ben celui-là, voilà. Ah merci. Alors je vais m'inscrire donc à l'ordre du jour aujourd'hui un point 10 qui s'appelle précision des statuts de la CCPHVA par rapport à la politique de logement. Monsieur Bourson, il a beaucoup travaillé ces derniers temps et je lui cède la parole pour qu'il nous tienne au courant des dernières évolutions de la situation. Oui, je dirais surtout qu'il y a beaucoup Julie Renaudin qui a travaillé sur ce sujet et je dirais qu'il a apporté le maximum d'informations possibles. Donc je vais effectivement rappeler que la compétence logement est une compétence facultative pour la communauté de communes. Donc c'est un élément qu'il faut préciser. Et la communauté de communes, par ailleurs, bon, je vous enlève les articles du Code général des collectivités territoriales qui va nous donner bien sûr toutes ces règles-là, mais la communauté de communes peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes, ça c'est important, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. On peut dire qu'on est aussi dans ce domaine-là, et notamment avec le P1 et tout ce qui se fait sur le site de Micheville et par ailleurs. Alors, la mise en œuvre du POA, du PUIH s'inscrit dans cette compétence. Ainsi, et il y a 3 points. Les actions 3.1 répondre aux besoins et aux enjeux de mixité sociale par la production de logements locatifs sociaux. 3.2 diversifier la gamme de logements locatifs sociaux pour fluidifier les parcours résidentiels. Et 3.4 répondre aux enjeux de mixité urbaine et fonctionnelle. Donc, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle le fonctionnement, le logement social. Et que le logement social, on le voit bien, est de toute façon une clé pour le territoire. À ce titre, le POA devra respecter un objectif de production de logements sociaux, qu'on connaît déjà par ailleurs par rapport à une autre réglementation, de 25% à l'échelle de la CCPHVA, qui n'est pas tout à fait le cas par rapport à d'autres domaines, où les 25% sont liés à des communes d'une certaine taille et pas à d'autres communes de petite taille. Donc on va dire que si je prends ma commune, Russange, on n'est pas dans cette obligation-là. Alors,
il y a un point qui est important par rapport à ce point-là, ce point 10 dans notre ordre du jour, c'est que pour atteindre ces objectifs, l'une des pistes proposées est la garantie d'emprunt. Donc, les communes ont pour l'habitude d'être sollicitées directement par le bailleur. Donc je voudrais revenir sur ce point-là, parce que c'est ce point-là, et notamment avec une question qui était posée par Odaltich suite à la demande de l'OJS, un bailleur social, de garantir, je dirais, les emprunts, qu'on en est arrivé sur cette démarche-là. Alors, et on parle après, je dirais, dans une... Je dirais pas qu'on... Le mot mélange me gêne un petit peu, mais on est parti dans la réflexion d'une gestion complète par rapport au type de construction et autres pour avoir un équilibre, comme ça a été précisé auparavant, de répondre aux enjeux et aux besoins par rapport à une question qui s'est posée à un moment donné, qui était sur la garantie des emprunts que le bailleur social allait réaliser. Alors, quand je regarde au niveau du projet de délibération, je vais en aller un petit peu là, le Conseil communal décide de pouvoir se porter garante aux côtés de la commune à part égale pour le prêt des logements sociaux qui seraient construits sur le territoire après avoir été sollicités par un bailleur quelconque, un bailleur social, parce que c'est eux qui sollicitent généralement cette démarche-là. Cette décision sera évaluée au cas par cas, ceci dans le but de favoriser la mise en œuvre des actions qui sont, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire répondre aux besoins, diversifier la gamme, la gamme de logements, répondre aux enjeux de mixité. Mais quand je vois au cas par cas, ça me pose un peu question parce que ça se terminera toujours au cas par cas par dire mais pourquoi dans ce cas-là oui et pourquoi dans ce cas-là non. Et je pense qu'à partir de ces éléments sur la réflexion, on va, je dirais, un peu plus loin dans ce contexte de l'habitat et de la commission habitat. Surtout que par rapport à ça, la commission habitat se lie d'office avec un PUIH qui a été réalisé, qui va déterminer des eaux. Alors, je vais faire une demande un peu spéciale, parce que finalement, sur ce point-là, on n'a pas eu beaucoup et on n'a pas eu énormément la possibilité de travailler dans le détail sur l'ensemble de la gestion de l'habitat. Pas seulement sur un point qui consiste à dire j'aide, je participe à moitié par rapport à une commune sur la garantie du financement qui est demandée, mais sur une réflexion qui peut être à ce moment-là, je dirais, beaucoup plus globale. D'autant, et puis je dis à Claude, qui connaît bien le monde HLM aussi, je dirais sur la garantie, quand on a affaire à des groupes d'HLM, comme l'OJS, comme Moselis, comme le groupe Batigère, comme Metz Habitat Territoire, il n'y a aucun risque à mettre la garantie. C'est presque, je dirais, un principe. Mais ce qu'il y a d'important pour moi, c'est de dire qu'il faut réfléchir sur l'ensemble de cette démarche. Et je voudrais donc, moi, vous demander, après avoir échangé, si vous êtes d'accord pour qu'on reporte et qu'on décale un petit peu ce point-là, afin que la commission habitat retravaille complètement sur ce projet et voir l'application, mais aussi s'adresser à l'ensemble des communes, qu'est-ce qu'elles attendent en termes est-ce que moi je veux avoir le pouvoir, pas le pouvoir, j'exagère toujours dans les mots que je vais utiliser comme ça, mais est-ce que je peux vous donner un avis, comment je peux le prendre en compte et autres. Après, à ce moment-là, quand on décidera si effectivement la communauté de communes participera à 25%, comme je dirais, par rapport à cette garantie, qu'on ait à ce moment-là toutes les règles qui le précisent bien et tous les éléments qui puissent dire, ben voilà, on va le faire là parce que tout ça c'est précisé. À l'heure actuelle, ça n'est pas. Alors, je dirais que, bon, on est un petit peu, je dirais la commission habitat entre Zahira qui est partie et qui connaissait bien le PUIH, entre Julie qui s'en va, entre l'arrêt de l'ancien système pour revenir maintenant, je dirais, au système SAR, le nouveau projet,
on a de ce côté-là, je dirais, pris une charge de travail, mais qui est plus que conséquente. Et d'ailleurs, demain, on va encore avoir une commission hein, au niveau de l'habitat. Alors, je vous demande, c'est un sujet que, en aucun cas, je dirais, et on l'a déjà évoqué plusieurs fois, même dans les commissions, on a parlé avec Claude aussi, qui était intéressé sur le sujet parce qu'il connaît bien ce domaine-là, il est nécessaire de réfléchir sur ce point-là. Mais avant de passer à se dire qu'on ait un peu plus travaillé, qu'on ait un peu plus construit les éléments. Voilà, c'est ce que je demande, d'avoir un report, moi, sur ce sujet-là, qu'on puisse bien, je dirais, définir avec des actions, le positionnement, qu'on ait pu contacter l'ensemble des communes, qu'on ait pu ramasser l'ensemble des informations. On est arrivé un peu sur ce phénomène-là par rapport à une question de l'OJS qui était de dire qui c'est qui va me garantir mes emprunts? Voilà, c'était ça. Mais, et je le dis encore, bon, je pense que Claude, tu pourras le dire aussi à Viviane, elle n'a aucun risque à le faire. Hein. 30 ans que moi j'ai travaillé dans ce métier-là, donc même si je suis dans un village, je dirais le monde social, le monde HLM, je le défends, hein, parce que j'y ai travaillé et je sais ce qu'il a apporté. Bien plus que beaucoup de privés. Bien plus que beaucoup de privés au niveau des personnes. Je vais juste faire un complément d'information. À Oudinquiche, on avait une bonne information de la Cour des comptes qui nous disait. Ah, d'accord. Et c'est tout. Et après, on s'est aperçu que finalement, l'information n'était pas bonne. Lorsqu'on a revu le PA ensemble, d'ailleurs, qui était présent, on a vu que finalement, il n'y avait aucun risque. C'était plus dans la problématique de dire est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Oui, tout à fait. Et les premières réponses officielles de la Cour des comptes disaient non. Et puis, finalement, en farfouillant, oui. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je remercie M. Bourson d'avoir pris le temps, parce qu'on aurait pu retirer le point. Oui, non, mais moi, j'ai voulu l'expliquer. En fait, ça a permis à M. Bourson de nous faire part de l'ensemble de la problématique, de la restituer dans son contexte. Et je dirais que moi, je souscris tout à fait, ça ne pose pas de problème particulier, à ce qu'on reporte ce point. Voilà. Et donc, à partir du moment où nous le reportons avec la commission Habitat, se remettra au boulot, il y a eu 2 interventions, je pense qu'on se remet au travail, on n'a pas à débattre particulièrement de ce point, si ce n'est, est-ce que vous acceptez que nous le reportions? Oui. Bien, eh bien écoutez, M. Bourson, vous avez donc là maintenant un travail qui est déjà entamé et à poursuivre, donc nous suspendons ce point et nous le reportons à une réflexion ultérieure. D'ailleurs, vendredi, on a déjà une réunion avec la DDT sur le sujet. Eh bien c'est parfait. Voilà, mais bon, il vous faut un peu de temps, désolé. Mais non, mais il faut du temps, il faut du travail, et je rappelle que nous sommes effectivement pour l'urbanisme, mais dans d'autres services aussi, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a au moment où Julie va nous quitter. Je dirais tant mieux pour elle pour sa carrière. Oui, pour sa carrière, c'est bien. Pour nous, c'est moins bien. Un agent qui ne... Non, mais on peut toujours regretter un départ personnel, mais on peut aussi que se féliciter à partir du moment où elle va à la métropole. Ah oui, elle va à la métropole. Elle sera peut-être chez elle, elle aura une mission qui l'intéresse. Je veux dire, elle est en âge, rouge. Ah oui, voilà. On peut que... Pardon? C'est un choix d'ambition professionnelle. Oui. C'est pas parce qu'elle en a marre de bosser chez nous. C'est aussi un rapprochement du domicile. Donc, ni parce qu'on l'a fichu dehors, pas puisque Delphine Digné, quand elle nous a quittés, on a des agents qui sont encore jeunes, d'accord, qui ne sont pas en fin de carrière pour presque tous, et donc qui nécessairement cherchent soit à se rapprocher de leur domicile, soit à trouver d'autres... Bon, et aller bosser à Metz Métropole, c'est... Nous sommes un territoire d'exception, et nous ne sommes pas la métropole. Donc, moi, je lui souhaite d'ores et déjà un bon vent, et on la remerciera en temps voulu. Mais donc, voilà, on se retrouve dans des périodes de transition. Elle a continué à bosser d'importance, parce que j'ai vu passer les questions, les réponses, etc. Donc, nous reportons ce point. Voilà, qu'on puisse amener une structure vraiment, je dirais, bien établie avec la prise en compte des attentes de tout le monde. Voilà. Je ne peux que la regretter parce que c'est une personne vraiment très efficace, très compétente, très réactive. Et j'espère que celui ou celle qui la remplacera sera tout autant. On peut imaginer qu'après une période de rodage, on y arrivera. D'accord? Ça va peut-être nous permettre de revoir la structure, mais je veux dire,
Ce que j'espère déjà, c'est qu'on aura des candidats. Chaque fois que nous faisons un recrutement, il faut savoir que déjà, nous espérons. Il est déjà là. Oui, donc pour ce qui est de Julie, on a déjà quelqu'un à l'urbanisme et à l'habitat. Ouais. Mais que ce soit pour d'être Didier ou que ce soit dans d'autres postes où nous aurons amené à recruter, notre premier souhait est d'avoir des candidats. Puis, dans les quelques candidats que nous avons, d'avoir des candidats de qualité. De qualité. Hein. Il faut être content parce que, vu que M. Walton a bien dit que de toute façon, même si les candidats venaient des Vosges, c'était la mobilité, et puis que de toute façon, ceux-ci portent de l'autre côté. Donc, ah, mais on a eu des principes qu'on aura de très bonnes candidatures. Enfin, d'après les dires de M. Walton, on est sur un territoire. Mais nous avons eu, M. Spisak, de bonnes candidatures de gens qui venaient de la France. C'est pour ça que nous avons retenu ou pas, mais de tête comme ça, Nantes, voilà, je dis. Je dis pas le contraire, je dis voilà, juste que. Et que, par exemple, dans la procédure de. Non, non, mais ce que vous dites de ce qu'a dit Weiten, si c'est un Meusien ou un Vosgien, tant mieux, voilà. Il faut savoir que, par exemple, le directeur ou la directrice du pôle culturel, c'est un recrutement national. Il sera peut-être de la ressource locale, j'y ai pas en préjugé, mais et notamment sur le poste d'urbanisme, hein, on a des gens qui venaient de loin. Et Zaïra, quand elle est arrivée, elle venait d'Alsace. Ouais. Et on a eu des candidatures de la région parisienne. Donc on est soumis aux mêmes aléas que dans le recrutement de la fonction publique. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas a priori nécessairement le territoire qui fait tilt dans la tête d'un fonctionnaire territorial. Donc là, c'est une histoire d'image de marque et de ce qu'on peut leur offrir. Alors, je ne vais pas dire en termes de salaire, parce qu'il y a des grilles, mais en termes d'attractivité et de qualité du territoire. Moi, j'avais une... Oui, M. Gossec. Oui, alors, encore une fois, je suis d'accord qu'il y a quelques soucis pour recruter et qu'on est dans un territoire tendu. En revanche, si on regarde un cas spécifique comme celui qu'on vient d'évoquer de Julie, c'était un bébé de formation, c'est-à-dire que je crois beaucoup à l'apprentissage, à l'alternance, à faire grandir les gens, et je pense aussi que, alors je ne sais pas, j'imagine aussi qu'on a besoin aussi de déterminer une vision liée aussi à leur épanouissement, parce qu'à un moment donné, on arrive dans un système qui risque d'être un peu celui d'être dans un entonnoir, et peut-être qu'il faudrait prévoir aussi d'avoir de l'évolution dans les stratégies pour essayer de garder nos bébés, parce que c'est le terme, c'est ça. Hein. Moi j'ai parlé un peu avec Julie, voilà. C'est aussi l'évolution et avoir une carrière qui puisse déboucher sur de la pertinence, et les gens, s'ils se sentent un peu bloqués, forcément quelque part, ça risque de mettre en péril, si vous voulez, les gens. La première des choses dans un territoire tendu de l'emploi, c'est de conserver, de mettre tous les ingrédients pour pouvoir les conserver. Alors, je n'ai pas dit qu'on ne l'avait pas fait, je dis simplement qu'il faut absolument se préserver à ne pas voir partir des jeunes talents qu'on a formés, qui nous ont coûté, parce que la formation coûte cher, hein, pour arriver à la maturité de l'emploi, et je pense que tout le monde unanimement reconnaîtra que Judith est arrivée à sa maturité, et voilà, et ça vient encore une fois alimenter des gens qui n'ont pas de problème d'argent, hein, les métropoles. C'est un coup bas, mais bon, je le dis et je le pense profondément, et finalement on est un peu un vivier un peu de ce genre de situation, et je le déplore profondément, et il faudrait peut-être travailler un peu plus sur peut-être comment on peut garder notre personnel et leur donner une vision sur le futur. Voilà, c'était... Là, c'est une décision. Alors, il y a des choses. Hein. Par définition, dans un certain nombre de fonctions de carrière, pour monter, il faut bouger. Il y a aussi la nécessité de tenter de garder nos gens, surtout ceux qu'on a formés. Mais là, c'est bien une décision politique, de structure de l'emploi dans la Comcom et des budgets qu'on y consacre. Ah, donc c'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça. Mais c'est sûr qu'on a un certain nombre de départs à tout échelon. D'accord ? Il y a la carrière en France pour un fonctionnaire territorial, et puis il y a le chauffeur de camion de la déchetterie, qu'on a formé aussi.
Donc, moi, je souscris à ce que vous dites, sachant aussi qu'il y a des mobilités obligatoires. D'accord ? Mais c'est vrai qu'on a intérêt à garder les gens aussi longtemps que possible lorsqu'ils ont les compétences qu'on leur a permis d'acquérir. Bien, Monsieur Bourson, on en était donc là, et voilà. Donc, on aura fait le tour d'autres questions tout aussi intéressantes. On reporte le point. Et nous passons au point 11. Convention partenariat avec l'Association française des premiers répondants, la FPR. Marie-Rose Friot, je te redonne la parole pour un court instant, étant entendu que cette décision a reçu un avis favorable du bureau. La convention de partenariat avec l'Association française des premiers répondants, c'est une association qui est à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, qui œuvre à diminuer la mortalité liée à l'arrêt cardiaque en formant des citoyens aux gestes qui sauvent les premiers répondants. Ces derniers interviennent entre le déclenchement d'une alerte et l'arrivée des secours grâce à une application mobile active avec les sapeurs-pompiers et le SAMU de Moselle. L'application qui pourra être intégrée à la plateforme CLAN permet la géolocalisation et l'alerte de ces premiers répondants se trouvant dans un rayon proche d'une victime et favorise ainsi la prise en charge rapide d'une victime en attendant l'arrivée des secours. Compte tenu de la population du territoire, 28 000 habitants, la FPR serait en mesure de former jusqu'à 57 premiers répondants. Ventilation dans les 8 communes en fonction du potentiel de chacune. En contrepartie d'une subvention de 2 827 € de la collectivité. Une réunion en visioconférence a eu lieu avec la FPR. Elle s'est tenue le 3 novembre 2020 en présence du président de la CCPHDA, de moi-même, du vice-président à l'aménagement et du vice-président au développement économique, et a permis de cerner l'intérêt et la pertinence de ce partenariat. Cette proposition de convention a été présentée au bureau du 24 novembre dernier. Voilà. Et donc, on vous demande d'approuver la mise en place d'un partenariat avec l'association et de m'autoriser à faire tout ce qu'il faut. Il y a une question de Thierry. Oui, mais non, mais, et donc, si question il y a, allons-y, Monsieur Spizak. Dans le rapport, il y a noté donc, dans le premier paragraphe que ces derniers interviennent entre le déclenchement d'une alerte et l'arrivée des secours grâce à une application mobile active avec les sapeurs-pompiers et le SAMU de Moselle. Est-ce qu'il y a des discussions justement avec la Meurthe et Moselle? Parce que finalement, parce que dans ce cas-là, si on forme, et puis que justement les gens, si on forme des gens qui sont de Meurthe et Moselle, est-ce qu'il y a un intérêt pour eux dans le cas où justement il n'y a que le SAMU de Moselle? Logiquement, s'il intervient sur le territoire. Sauf erreur, la question a été posée pendant Tout à fait. la discussion avec ces premiers répondants, il n'y a pas de souci du tout. Parce que c'est bien, en général, l'une des premières questions qu'on pose, c'est vous avez lu ce coup. Donc là, effectivement, qu'on avait intérêt à avoir toute assurance, d'accord, mais en même temps, je rappelle que lorsqu'on discute au niveau CCPHVA, par définition, on discute, j'allais dire des deux côtés de la frontière. non, mais c'est... Alors, parfois, on a des interlocuteurs qui ne savent pas, d'accord, mais en général, à partir du moment où on a déjà eu quelques échanges, enfin, pour moi, c'est d'une logique absolue que si je suis communauté de communes, je ne suis pas au MES, oui, je suis communauté de communes. Donc là, c'est une garantie que nous avons prise. Et quand on dit que les répondants seront formés au prorata 2, etc., voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé la personne qu'on a eue à la fois éloquente, convaincante et professionnelle. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui passe du temps, finalement, à développer cet outil. Ça aurait été difficile de dire non, soyons clairs. Il faut savoir que j'ai eu Henri Pituello, donc, qui est adjoint à OMES et qui fait partie de la sécurité civile, et qu'il est prêt à donner tout concours nécessaire à la mise en œuvre d'eux, et je pense qu'on trouvera d'autres personnes sur le territoire. Mais à savoir, je voulais rajouter quand même qu'entre le déclenchement des secours, il faut attendre 9 à 10 minutes avant que les sapeurs-pompiers arrivent sur le territoire, enfin chez le malade. Et donc c'est important d'avoir un premier répondant. Non, mais c'est fondamental, et on ne peut pas envisager de ne pas essayer de le faire. Voilà, après, on tirera le bilan, on verra bien si on a ou non sauvé des vies, mais je dirais que même si c'est pour 2 sur le territoire dans les 2 ans qui viennent, ce sera 2 faits. Monsieur Destremont. À double niveau, effectivement, n'étant pas là au moment où ça a été discuté, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Alors, double niveau, pourquoi? Parce que, effectivement, on sait que c'est les premières minutes qui comptent.
très très vite. Et deuxièmement, dans le contexte actuel des disparitions des centres d'intervention imposées effectivement par les différents SDIS sur les petites communes avec le manque effectivement de volontaires, ça peut être un paradigme qui nous permet de former d'autres personnes, pas forcément pompiers, avec tout ce que ça nécessite comme formation et comme demande, mais ça permet effectivement, et alors la troisième chose, c'est que c'est bien, c'est que là on est vraiment dans le projet dématérialisé et que leur application, tout ce qui va derrière. Bien, on peut y aller. Des oppositions? Je vous remercie à l'unanimité. Monsieur Rior, alors pareil, ce sont des avenants pour la construction du pôle culturel de Micheville, c'est rien de très surprenant, mais Monsieur Rior, si vous voulez bien nous le présenter, étant donné que là aussi le bureau en a déjà discuté. Oui, deux avenants, donc deux délibérations. Donc, pour le point 12, concernant la maîtrise d'œuvre, concernant les architectes, on a 3 missions complémentaires qui ont dû être passées. Première mission complémentaire qui date, tout simplement, elle relève en fait d'une modification du programme suite à une analyse de la DRAC et de la région qui était au démarrage du projet dont le budget a été intégré, mais nous n'avions pas fait encore l'avenant avec l'entreprise. Deuxième avenant qui relève de la modification du système de chauffage, puisque nous ne nous brancherons pas au réseau de chaleur de Villerue sur le projet, et une troisième mission complémentaire, puisqu'ils ne se sont pas arrêtés pendant la crise du Covid, donc il y a eu un impact pour eux sur le travail, des missions en plus. Donc voilà, ça fait trois missions complémentaires. La première mission sur la question des aménagements intérieurs s'élève à 37 670 € hors taxes. La mission sur la question du chauffage s'élève à 3 890 € hors taxes. Et la mission sur la question de l'impact de l'arrêt du chantier sur le Covid s'élève à 26 284,98 € hors taxes. Ces points ont été présentés à une commission d'appel d'offres mi-novembre, le 17 novembre. Commission d'appel d'offres à la majorité a rendu un avis favorable sur ces missions complémentaires. Des questions ou des interrogations pour ceux qui n'auraient pas participé à la CAO ou à la discussion qui a eu lieu au bureau et notamment sur les montants Covid. Monsieur Bosset. J'ai un complément d'information parce que forcément, on est lié aussi à mettre le chauffage dans l'Arche. Alors le pôle culturel, tant qu'on sera en mode construction, on est au pôle culturel et quand ça sera terminé, ça s'appellera l'Arche. Simplement ce qu'on m'a rappelé. Mais pour revenir à l'essentiel, on a un souci, c'est qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va louer cette chaufferie provisoire. La raison de la mettre en place, vous pourrez le comprendre, qu'il y a des matériaux qui vont être mis en place dans les travaux du second œuvre, qui ont besoin d'une température de 15 degrés et qu'il serait un petit peu compliqué de laisser cette arche sans chauffage. En revanche, compte tenu du faible délai que l'on a pour mettre en place la nouvelle chaudière, ou la centrale énergétique, parce qu'on va aller sur de la centrale énergétique. Moi, j'ai un seul souci qui vient d'arriver depuis dans mon radar et depuis quelques jours, c'est la RE 2020 qui explique que le gaz va s'arrêter en 2021. Alors, dans tout ce qui est logement, dans du neuf, à partir très rapidement, on sait que c'est pour notre empreinte carbone et que forcément la vertu de cette énergie fossile n'est pas aujourd'hui appréciée et le changement de braquet va sur l'électricité et il faudra bien qu'on se pose les bonnes questions si on va sur de la chaufferie de cette centrale énergétique gaz où il va falloir d'ores et déjà penser à supprimer finalement ce qui était auparavant une certitude de mettre cette chaudière gaz. Et encore une fois, c'est l'actualité qui nous rattrape, mais je pense qu'il faut qu'on soit en convergence
avec le bas carbone, et il serait regrettable qu'on puisse encore une fois être en décalage avec les préoccupations liées à ce bas carbone. Donc il y a forcément, encore une fois, des risques importants de voir la location être un peu plus lointaine qu'elle a été mise en place, hein, parce qu'on sait très bien que la mise en route de ces infrastructures se fera en septembre, et que je pense qu'on n'aura pas réglé le problème, et on risque d'avoir, encore une fois, ce provisoire risque de durer pour des raisons, encore une fois, liées à la conception de cette centrale énergétique. Voilà. Ça, je veux que tout le monde puisse le prendre en considération, parce que, encore une fois, on va avoir encore quelques éléments qui vont perturber finalement, et on va avoir encore des avenants qui vont être mis en place dans les mois qui vont suivre cette finalité pour le chauffage du pôle culturel. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vraiment un sujet très important, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et voilà. M. Guillotat. Oui, je pense que, et je rebondis sur vos propos, c'est qu'on n'a pas le choix, déjà dans un premier temps, pour que les travaux continuent, parce que la réalité est là. Moi, la question que j'aurais à poser, autant à vous tous, mes collègues d'aujourd'hui, mais surtout à ceux d'hier, c'est comment se fait-il que le réseau n'a pas été fait? C'est la question qu'on peut se poser. J'entends déjà d'ici ou là certains dire le réseau n'a pas été fait pour un souci d'économie. À un moment donné, il faut être réaliste. Quand on va vers la population en disant que le pôle culturel, aujourd'hui, il n'y a pas de chauffage de prévu, on va passer pour des rigolos. Enfin, excusez-moi, quand même, à un moment donné. Donc, j'ai pas mal de questions, quand même, sur l'origine de ce problème. Moi, je ne la connais pas. Si quelqu'un, ici, autour de cette table, dans cette assemblée, la connaît, qu'il m'en donne explication. Parce que là, je suis vraiment un petit peu surpris par un tel constat. Un constat d'échec sur une première délibération pour laquelle on ne peut pas s'opposer, parce qu'il faut absolument que les travaux continuent au niveau de ce pôle culturel, et qu'on verra bien sûr sur la délibération suivante. Alors, la question est pertinente. Le problème, c'est que le chauffage urbain sur Villerue, lorsqu'on regarde la densification des infrastructures, ne permet pas, et alors je pense que l'étude qui avait été faite lors, elle prenait finalement des ratios d'amplitude qui ne seront jamais atteints. Donc on a fait une étude qui ne permet pas de mettre le mégawattheure à la hauteur aujourd'hui des enjeux, parce qu'il est bien beau de mettre une infrastructure en place, il faut regarder les coûts liés, et le chauffage en fait partie, et à l'époque, ils sont partis sur des ratios d'amplification qui ne seront absolument jamais atteints. Donc c'est pour ça, heureusement d'ailleurs, que je pense que la population pourra encore dire que heureusement qu'on a arrêté le projet. Cette sous-station n'était pas à la hauteur des enjeux sur l'énergie, et qu'on revient à un positionnement sur une centrale énergétique qui va nous permettre d'associer, et je le pense sincèrement, les énergies renouvelables, et surtout de s'attendre à des prix du mégawattheure qui vont être inférieurs au jour d'aujourd'hui à ce qu'aurait pu nous donner le chauffage urbain. Encore une fois, une étude, qui n'a pas été très bien maîtrisée au départ, et heureusement qu'on prend conscience de la chose et qu'on ne va pas jusqu'au bout sur une erreur qui aurait pu être préjudiciable sur les coûts énergétiques. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les coûts énergétiques, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, qu'il faut absolument maîtriser, parce que demain, ça va être des enjeux importants pour pouvoir essayer d'au moins de limiter les coûts de fonctionnement. De mémoire, n'était-il pas prévu un concentrateur à un moment donné positionné et par lequel passait de l'eau froide qui pouvait être réchauffée et redistribuée? C'était pas prévu ça aussi? Oui, enfin, c'était des... Ça faisait partie, excusez-moi, oui. Mais ça faisait partie de cette étude-là ou pas? Oui, il y avait des hypothèses et des scénarios aujourd'hui qui forcément étaient intellectuellement assez judicieux. Le problème, c'est qu'entre le côté judicieux pour se faire plaisir et la réalité économique, il y a des fois, il y a des écarts, et il faut revenir à un sentiment d'optimisation intelligente, parce qu'encore une fois, je reviens, si demain on ne maîtrise pas les coûts énergétiques sur cet édifice, ça va nous coûter une fortune. Donc, heureusement, moi je trouve pour une fois, on est à la hauteur du sujet,
c'est qu'on a anticipé et on a stoppé une erreur qui aurait été préjudiciable par la suite. Donc je pense que là, on a été à la hauteur de l'enjeu. En faisant attention à ce que vous avez dit aussi comme remarque par rapport à 2021 et l'aspect légal. Absolument. Ce qui veut dire que nous serons peut-être amenés à encore évoluer. En plus. Ah, donc je pense que la réponse de M. Bossec devrait répondre à votre inquiétude ou à votre interrogation. Oui. Bien. Merci, monsieur. Monsieur Bossec, on est à la hauteur, pas seulement pour une fois. C'est mon côté pessimiste. Excusez-moi de le noter, mais je préférerais qu'on ne dise pas pour une fois. Voilà. Je vous remercie. Bien, est-ce que vous nous autorisez à prendre des dispositions pour ces avenants? Qui s'abstient? Qui est contre? Mario Sfrio, oui. Je m'expliquerai les Oui, mais non, mais on connaît la position d'Autange, donc... Sur l'Autange, les élus qui sont opposés au projet, ils ne voteront contre tous les arguments présents et futurs. Voilà. Monsieur Millon, le deuxième, s'il vous plaît. On a un petit peu anticipé sur le débat parce que voilà. On avait la maîtrise d'œuvre. Bon, maintenant on a, je dirais, le dur, c'est-à-dire qu'on passe une mission complémentaire auprès du groupement SPI pour la question d'amener cette chaleur. M. Bossec a bien résumé les choses. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de travaux, il faut qu'on soit à 15 degrés dans le bâtiment pour que tous les corps de métier puissent intervenir. Donc il y a deux missions complémentaires. Une première, c'est tout ce qui est, je dirais, infrastructure, réseau. Et le deuxième, c'est l'allocation pour 6 mois. Donc infrastructure pour 50 399,53 € hors taxe. Et l'allocation, donc 6 mois de location, on a 40 839,96 € hors taxe. Il faut aussi noter, parce que c'est important de le dire, que nous avons un bon coup de main de l'EPA sur cette question, parce qu'ils prennent à leur charge notamment la question des fondations. Voilà. Et c'est pas quelque chose de neutre dans le nom. Donc, puisque le débat a déjà eu en partie lieu et que nous en avons, je peux le soumettre à votre décision pour cette deuxième partie. Qui est contre? Qui s'abstient? Marie-Rose? Non? Normalement, tu t'abstiens. Hein. On est dans le deuxième avenant du pôle culturel. Voilà. Abstention de Mme Friot. Contre, pardon. J'ai dit présent et c'est Et pardon. Il fallait l'entendre, elle a dit sur tous les avenants. Oui. Néanmoins, puisque nous passons le deuxième, il me faut bien passer au vote pour le deuxième. Voilà. Donc, sinon, nous serions rappelés d'illégalité. Bien, la question étant traitée, je vous remercie. Et nous pouvons passer au point 14, qui est la désignation des représentants de la CCPHVA auprès de l'association nationale au service des collectivités, des associations et des entreprises. Amorce est une association nationale. Elle regroupe des communes, des intercos, des syndicats mixtes et traite des partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou d'énergie. Cette association à but non lucratif est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d'informer et de partager des expériences sur les aspects techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Quelles que soient les décisions, un contact permanent entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune d'améliorer la qualité de sa propre gestion. Le rôle d'Amorce est aussi d'élaborer et de présenter des propositions à l'État et aux diverses autorités et partenaires au niveau national et européen afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et d'améliorer les conditions d'une bonne gestion de l'énergie et des déchets à l'échelle des territoires. Une action concertée de l'ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leur position et leur point de vue. Nous avons, dans ce sens-là, à éventuellement élire un représentant du territoire et un suppléant. Nous sommes dans un dossier qui touche à deux choses différentes, à la fois les déchets et les énergies.
Donc je sais que Stéphane Brusco avait éventuellement émis l'hypothèse de se présenter comme titulaire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait se présenter comme titulaire? Si l'arrangement est fait entre vous, donc nous considérons M. Bossec titulaire et M. Brusco suppléant. Est-ce que je peux entériner cette proposition? Oui. Pas d'objection. Voilà qui est fait. Monsieur Billon, vous prenez note des résultats. Dernier point à l'ordre du jour, et nous sommes tenus de le faire, c'est le compte rendu des délibérations du bureau exercées par délégation au conseil communautaire. Chacun des membres ici présents a été tenu informé des délibérations et des actes pris dans le cadre des bureaux. Je ne reviendrai pas dessus, c'est-à-dire que dans la liste que je vais vous donner, à chacun d'aller revoir dans le détail techniquement ce qui a pu être décidé. Néanmoins, et pour le bon fonctionnement, je vais en rappeler la liste, d'accord, de manière à ce que l'information de la collectivité, du conseil communautaire soit faite. Donc nous avons pris dans la session du 20 octobre 2020 des décisions concernant les finances pour le budget principal, des décisions modificatives, des demandes de subventions, rénovation d'éclairage public, dotation d'équipement des territoires ruraux, donc dans le cadre de la DETR, et des demandes de subventions, rénovation d'éclairage public, soutien à l'investissement public, des SIL. Donc, sont essentiellement des demandes de subventions. C'est difficile de pour en être d'accord. Pour l'habitat, nous avons décidé d'une réalisation d'une étude pré-opérationnelle d'OPA pour 2020-2021. En administration générale, nous avons désigné les représentants de la CCPAGA pour la commission consultative d'élaboration du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et enfin, le 10 novembre, nous avons fixé le nombre de représentants du personnel au comité technique et les décisions de recueil de l'avis des représentants. Donc là, il s'agit des représentants des personnels dans le cadre des délégations syndicales, etc. Voilà, je vous renvoie pour ceux que ça intéresse au compte rendu de ces bureaux. Y aurait-il une intervention? Oui, monsieur Destremont. Voilà, c'est une intervention sur 3 points. Premier point, sachant que le document d'urbanisme qu'on appelle PLIH est un document vivant, nous sommes interpellés localement, et je pense que les collègues également, sur des modifications, des demandes de modification. Donc, bien évidemment, je me doute bien que même des petits changements et des petites demandes d'aménagement du PLIH dans zone passage d'une zone à l'autre, qui est une étude et une pré-étude et un accompagnement qui peut être fait par la Comcom. Je voudrais savoir effectivement comment on peut procéder. Je pense que mes 7 collègues ont déjà eu des gens qui voudraient faire changer les choses, hein, ça évolue. La deuxième chose, c'est pour nous indiquer effectivement que le lundi 21 et le mardi 29, les 2 journées sont donc bien validées pour faire le dépistage Covid. Le lundi 21 sur OMS, tout le monde pourra y venir, et le mardi 22 sur Odaltif, tout le monde pourra y venir. Il y avait une demande précise des maires la semaine dernière pour qu'on refasse effectivement ce qu'on a fait, mais sous l'égide plus de la communauté de communes, ce qui va permettre notamment à la communauté de communes, au niveau de ses élus, au niveau de son personnel, de pouvoir les faire partir calmement en vacances aussi, parce qu'il faut être clair là-dessus, et de faire quelque chose à plus grande ampleur. La troisième chose, je souhaiterais qu'au prochain bureau communautaire soit posée la question éventuellement d'une motion contre la fermeture de la gare d'Odaltif. D'autres remarques dans ce point divers qui n'était pas prévu, mais néanmoins, Madame Mouvedine, Monsieur Bourson ensuite. Je rejoins Monsieur Destremont sur le point du dépistage de masse qui doit se faire sur le territoire de la communauté de communes. Donc j'invite tous les maires à communiquer largement auprès des populations cette information afin qu'à grande échelle, les habitants puissent y aller et puis sans crainte. Et par contre, donc, j'ai été interpellé hier ce matin par M. Destremont et Mme Fattorelli. Donc de ce que j'ai compris, les dépenses relatives à cette masse de dépistage sont à la charge de la Comco. Alors, est-ce qu'on la charge de la communauté? Je ne répondrai pas. Non, mais je vais répondre. C'est inofficiel.
A priori, nous n'avons pas de compétences particulières pour prononcer ce type de choses. Néanmoins, si les élus ici réunis ne voient pas d'objection à ce que la communauté de communes prenne en charge les dépenses afférentes, et notamment au service de la protection civile, hein, c'est pas une facture énorme. Monsieur Destremont, vous avez fait un devis, ne nous cachez rien. 946 euros. Pardon? Non, mais c'est monsieur Destremont qui est déchargé. Le devis de la protection civile arrive en fin de semaine, sur les 2 journées, présence de 4 à 6 personnes, comme c'était organisé là, sur Odaltiche et sur Omès. Ça vous sera fourni, enfin bon, ils attendent, mon adjoint est en train d'attendre des choses, puisqu'il fait aussi partie de la protection civile, donc voilà, c'est des gros frais. Après, que ce soit les locaux, l'aménagement, la restauration et tout ça, ça on est capable d'être intelligent. Quoi. Mais donc ça ne me donne pas... C'est moins de 1 000 euros, c'est moins de 1 000 euros. Voilà, donc en gros, est-ce que quelque part, bien que je ne puisse pas formaliser cette décision, d'accord, on est bien d'accord, est-ce que nous avons un... S'il vous plaît, Monsieur Bourson. Oui, moi, juste pour rapport à la première question pour PMIH, de nous envoyer toutes les demandes, il n'y aura peut-être pas forcément une réponse très très rapide, parce que vous l'avez bien vu, il faut qu'on réorganise après le départ de Zaira, le nouveau qui prend ce domaine-là, il faut regarder tous les points, et on pourra donner à chaque fois le maximum d'explications sur les demandes qui seront faites. Alors ça, c'était la réponse pour le PMIH. On va revenir, Monsieur Facci. On est toujours sur le PMIH. Je vous remercie d'avoir soulevé le sujet. Donc effectivement, dans les négociations avec le PA, nous on avait un terrain on a toujours un terrain qui s'appelle les Vaches Grasses, sur lequel le PA... S'il vous plaît. Sur lequel le PA voulait lotir, voulait aménager. Et ce terrain, donc, en discutant avec le directeur de l'EPA, il ne fera plus partie des projets. Toujours est-il qu'il est classé en 2AU et qu'on aimerait bien qu'il soit reclassé en terre agricole pour ne pas permettre à Arcelor ou Batigère de faire des affaires sur notre dos, entre guillemets, parce que c'était le souhait dès le départ que ce terrain soit préservé. D'ailleurs, il porte son nom, Vache Grasse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment un terrain de culture agricole et on consomme tellement de terres agricoles par rapport aux friches industrielles disponibles qu'on a. Et il est important pour nous que ce terrain soit reclassé en terre agricole. Alors, M. Nerkowski nous a tenu un peu informés des dernières discussions qu'il avait pu avoir avec la commune du Bulange. Moi, je ne vois pas d'objection particulière à la chose. Hein. Techniquement, à quelle vitesse, parce que c'est bien une révision du PLUH, c'est une autre question. Nous ne manquerons pas d'y répondre dès que possible. Étant entendu que l'instruction d'une modification de PLUH, mais là, M. Lyon me précisera les choses, ça n'est pas une démarche du jour au lendemain. Voilà. Mais la demande peut tout à fait être entendue à partir du moment où on rend des terres agricoles, en général on est plutôt bien vu. Bon, revenons à ce Covid, pour une somme d'environ moins 1 000 euros, étant entendu que je ne demande pas une autorisation, parce que, je veux dire, bon, mais est-ce que sur l'idée on peut envisager d'en faire quelque chose d'intérêt communautaire, et je pense que M. Zion vous trouverez quelque part la somme afférente, ou est-ce que c'est techniquement infaisable? Si, à la limite, si on peut le passer au bureau, vu que le bureau a des voies délibératives aussi, comme ça on aura les montants exacts. Oui, non, mais c'est pas pour revenir sur... Ce que je demande à M. Vian, si légalement et techniquement, nous pouvons, par rapport à l'exemple à la trésorerie François... Oui, non, c'est pas un souci. Bien, voilà, donc nous n'avons pas de souci, donc je peux considérer que nous avons une forme d'accord. Parfait, donc nous pourrons communiquer en termes de communauté de communes. Voilà, Madame Bouméline. Merci, Monsieur le Président, et merci, Messieurs les dames. Bien. Attention, hein, on n'a pas pris, ça sera au bureau qu'on le... Oui. Donc, on a quelque chose qui nous dit que ça va se faire, d'accord, mais sous réserve d'une délibération, je l'ai bien dit. Hein. Donc, le merci est provisoire. Voilà, un merci provisoire pour une solution qui deviendra sans doute pérenne, mais je ne peux pas m'avancer. Provisoire encore. D'autres... Je rejoins juste Gilles sur le fait pour la gare d'Odaltiche, ça va être quand même un enjeu et je pense que l'Interco aura tout son rôle aussi à jouer. Parce que hier, bon, j'ai eu l'occasion avec Viviane Fattorelli et son premier adjoint à rencontrer justement les syndicats, donc l'OGBL, notamment sur le devenir de la gare. Donc je pense que c'est vraiment que toute l'Interco
Donc au-delà des actions qui seront menées, mais même pour interpeller les pouvoirs publics des deux côtés de la frontière, parce que la garde ne concerne pas seulement Audin, mais ça concerne notamment tous les travailleurs frontaliers, mais pas que, parce qu'il faut aussi penser qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prennent le train pour aller à Luxembourg pour faire leurs études, ou ne serait-ce que même des fois, c'est bête à dire, mais des fois certains font quand même juste un Audin-Tiche Luxembourg-Thionville pour se rendre à l'école à Thionville, du fait qu'il n'y a que un bus qui fait l'aller et un bus qui fait le retour. Donc c'est vraiment une problématique, et notamment la problématique de la mobilité. Et ça, je pense qu'il y aura un autre sujet qui reviendra avec les AOT, mais ça reviendra justement dans le débat. Il faudrait qu'on ait ce débat très prochainement. Gilles, rapidement, s'il te plaît. 30 secondes, effectivement, c'est bien le débat des multiples interventions qu'on a sur la mobilité. Je vois Sébastien, je vois Pierrick, effectivement, dans quelques réunions qu'il y a eu, les choses sont claires. La communauté de communes va devoir prendre ses responsabilités liées à la loi LOM avant le 31 mars, à savoir où elle se rapproche d'une AOT. Et effectivement, nous avons 3 situations, 2 communes qui sont sur une certaine AOT, 2 autres communes qui sont sur une autre AOT, et 4 communes qui n'ont aucun transport. Alors effectivement, les choses sont venues... Elles n'ont aucun transport parce qu'elles n'ont pas conventionné avec aucune AOT. Il faut quand même... elles n'ont pas aucun transport parce que... Ils ont du transport scolaire, ils ont du transport de région, mais qui est à minimum quand même. Il va falloir être bien conscient de cette histoire-là, sans pénaliser qui que ce soit et poser les choses sur la table, sur la prise de compétences claires, nettes et précises, et sur le bassin de vie que nous avons. Deuxièmement, sans frustrer qui que ce soit et sans avoir les soucis, vous voyez bien ce qui est en train de bouger actuellement et les déclarations dans la presse de certains par rapport à des situations notamment sur le SMICTU, et c'est pas pour centrer sur le SMICTU, il va falloir être très très sérieux là-dessus. Je sais qu'il y a des réunions qui se font. Et quand j'ai vu la réunion de vendredi dernier sur le BHNS proposée avec les 3 options proposées par Luxembourg, non seulement le problème de l'AOT nous a été posé clairement en interne chez nous, et deuxièmement, la gestion effectivement de ces projets qui nous arrivent à la frontière et qui pour l'instant ne dépassent pas la frontière. Si je peux me permettre de conclure, et par rapport à cette interrogation, je vais donner 2 précisions, puis j'en donnerai la parole à M. Bion. Le problème de la prise de compétences, c'est un problème qui doit être réglé dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Pour ceux qui ont écouté avec attention ce qui a été dit lors de la présentation des fonctionnaires luxembourgeois du projet luxembourgeois, précisons, nous avons le sous-préfet de Thionville qui est intervenu à 3 reprises, pour signaler avec une forme d'insistance que s'il était présent à cette réunion, c'était bien parce que l'État avait l'intention d'y prendre tout ça. Bien. Le sous-préfet de Thionville a quand même annoncé, et j'insiste, pour dire que le préfet de Moselle aurait délégation de la préfète de Grand Est pour traiter des problématiques de mobilité et des problématiques du transfrontalier. Ce qui veut dire que l'ensemble des services préfectoraux du Grand Est seront à la disposition du préfet de Moselle pour discuter de l'ensemble de ces problématiques. Dans ce que nous avions pu demander ces dernières années, et que j'ai redemandé moi tout à fait officiellement, et j'ai déjà envoyé le rapport à l'un ou l'autre collègue chargé des mobilités, dans l'atelier que j'ai pu avoir animé, puisque on est membre de la GAF, on parlait des mobilités transfrontalières. Il y a un certain nombre de choses qui ont été proposées dans ce Grenelle des mobilités, et on a été voir aussi ce qui pouvait se passer avec les Allemands. Et quand je dis les Allemands, c'est comment est-ce qu'on a réglé ces problèmes, notamment du côté de la Sarre. J'ai demandé à ce moment-là, et j'ai ressorti cette idée qu'on ait un préfet chargé de ces questions. Parce qu'en aucun cas, les compétences actuelles de la communauté de communes ne lui permettent de décider de pas grand-chose. Et ben, finalement, j'ai eu satisfaction avant même, enfin le rapport est parti, les conclusions ont été faites, mais le Grenelle des mobilités se réunit à nouveau demain. Donc on reviendra sur les premières propositions des 8 ou 9 ateliers, on vous transmettra tout ça. Donc, il y a un PV chargé de cette question. D'autre part, et effectivement, demain, à Thionville, en mairie de Thionville, se réuniront les représentants de Porte de France, la communauté de communes, le SMITRAL et le SMITU.
Le sous-préfet de Thionville a proposé d'y participer. Et évidemment qu'il y a été tout à fait invité, puisqu'il représente aussi le préfet de Moselle chargé des questions transfrontalières et de mobilité. Que sortira-t-il de cette première réunion que je qualifierais de politique et pas de technique encore? On saura un peu plus demain à midi, d'accord? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une réelle volonté du côté de Thionville pour que d'une manière ou d'une autre, on ne se prive pas de toute solution qui permette d'aller vers le Luxembourg et vers Esch-sur-Alzette dans la meilleure des ententes possibles. Je ne vais pas en dire plus. Je ne suis pas à la réunion de demain. En tout cas, il faut quand même apprécier le fait qu'il y a des choses qui bougent. Alors maintenant, la position sur la gare d'Audintiche, chacun la défendra tel qu'il la souhaite. Moi, je vais dire, j'ai pas de position pour l'instant, puisque ce qu'on nous a présenté, d'accord, on nous a bien dit, ça reste à discuter. Non, on a bien, les Luxembourgeois ont bien proposé de créer un organe, ou une commission, ou un comité de pilotage qui puisse permettre de traiter de ces questions. Que la gare d'Audintiche soit un vrai sujet sur lequel il faille revenir, évidemment. Ils ont proposé des solutions, peut-être y en a-t-il d'autres. D'ailleurs, dans le cadre de ces Grenelle des mobilités, j'ai rappelé qu'il n'y avait pas nécessairement que la route et que le train. Qu'on avait... enfin, bref, on est là dans des avancées que je considère comme importantes et on est en train de vouloir se préoccuper de quelque chose dont on ne s'est pas vraiment préoccupé jusque-là, dire, bon, profitons de l'occasion qui nous est donnée. Monsieur Vian, vous souhaitiez faire quelques communications purement techniques ou je me trompe? Non, mais je voulais revenir sur le PLU intercommunal. Donc on a notre agent qui est arrivé depuis moins de 10 jours, donc là il est en train de prendre connaissance des dossiers, et comme il s'occupera du PLU intercommunal et également de l'habitat, donc il a quand même du boulot à reprendre. Mais il est missionné dès janvier pour aller à la rencontre de chaque commune, faire un listing de tous les besoins. De toute façon, c'est toujours ce qui avait été dit, qu'on avait arrêté, et démarrer une révision du document, on va dire assez rapidement, pour pouvoir, une révision c'est 9 mois, quand il y a 9 mois, allez, si on est efficace, 9 mois, si on n'est pas trop efficace, 12 mois, mais pour pouvoir avoir un document mis à jour selon les besoins qui sont apparus. Vous savez qu'il y aura des besoins qui apparaissent, le document est vivant, alors, fin d'année prochaine ou début d'année suivante, voilà, donc, de façon assez rapide. Donc voilà, il prendra contact avec vous et les choses avancent. Je le vois vendredi matin. D'autres communications d'ordre calendaire ou autre, monsieur non, mais sur la mobilité, sur la loi LOM, tant qu'on y est, on va donner les voilà. infos. On travaille avec M. Bosco à préparer une réunion pour une commission, on va dire, mobilité, sur déjà, premièrement, vous présenter la loi LOM exactement ce qu'impacte, et l'existence sur le territoire, puisque on est quand même face à des choses plutôt complexes, c'est des choses que la communauté de communes avait expertisées 2018 de mémoire, c'est Mme Friot qui suit le dossier. On est quand même face à une difficulté juridique du fait de l'interdépartementalité du territoire qui complexifie les choses. Voilà. Donc nous avons à discuter avec nos autorités de tutelle de bien des sujets, et je m'y emploie, je vous l'assure. Monsieur Bossec. Je voulais aussi parler de l'observatoire qu'on a mis dans la commission en place pour les commerçants. Hein. Vous savez dans quelle douleur certains commerçants se trouvent. On a fait avec la mairie de Villerue une immersion dans le commerce local villeruxien pour un peu se prendre le pouls. Et je ne vous cache pas, et l'après-midi on l'a fait sur Audintiche, et je ne vous cache pas certains commerces qui sont en pleine détresse. Et il va bien falloir à un moment donné que la région, que l'État puisse venir un petit peu à l'aide. Les subventions ne sont pas encore arrivées. Moi je trouve regrettable sur cette deuxième vague qu'on laisse encore une fois notre première ligne économique dans une détresse. Et je ne vous parle pas de ceux qui ont repris le commerce et qui étaient très heureux de le reprendre, mais j'ai une pensée assez soutenue pour nos cafetiers, pour nos restaurateurs, hein, qui, je pense, qui vont se trouver dans des situations compliquées parce qu'encore une fois, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous savez, quand on a dit que les territoires devaient avoir des circuits courts, notre première ligne sera demain nos commerçants.
Et si demain il n'y a plus de commerçants, comment va-t-on faire pour avoir ces circuits courts? Donc, je ne sais pas d'opposer la région, l'État, mais je dis simplement qu'à un moment donné, on a besoin d'être au chevet du malade, et je crois que là, on touche des difficultés très importantes. Moi, je sais que je me suis mis déjà en piste avec les tribunaux de commerce. Hein. On sait à chaque fois que la particularité, c'est qu'on est en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Du côté de Briey pour la Meurthe-et-Moselle et Thionville sur la Moselle. Et on a déjà déterminé avec une cellule pour essayer d'anticiper les risques. Et encore une fois, hein, de les voir appeler à des moments un peu compliqués devant un tribunal de commerce, c'est compliqué. Donc on a trouvé un petit peu des solutions pour éviter à ce qu'ils soient confrontés à encore une fois une brutalité juridique, et on essaye d'anticiper avec eux le problème. Simplement pour finir, on est sur cet observatoire et on décline quand même une particularité qui est profondément injuste, c'est le loyer. C'est-à-dire que forcément le loyer est une charge qui est lourde, hein, et lorsqu'on ne travaille pas et qu'on ne peut pas, parce que le chômage partiel c'est une chose, hein, on sait qu'ils auront quelque chose, mais ces loyers, alors encore une fois, il faut absolument qu'on puisse venir rapidement, parce que avant que les aides puissent témoigner d'un soulagement, ils risquent d'avoir de la détresse très forte, et j'ai peur pour les conditions psychologiques de nos plus fragiles, qu'on en perde au passage. Et ça, j'évite, et encore une fois, je suis en train de négocier avec 7 bailleurs, et encore une fois, si les bailleurs étaient tous les mêmes, ça serait simple. On a différents types de bailleurs, et c'est pas simple d'accompagner, parce qu'ils ont besoin d'accompagnement pour les aider à trouver des solutions. Donc j'espère que demain, et je sais que les maires se sont réunis sur le sujet et qu'ils ont vu, on aura des critères bien entendu si on doit les aider, et on ne peut pas donner l'argent comme ça de la CPHVA sans qu'il y ait des critères. On est en train de travailler avec Hélène pour pouvoir mettre des critères ou les soumettre, et qu'on puisse venir rapidement en aide à ces commerçants, parce que je pense qu'on a aussi cette préoccupation d'être près d'eux dans les moments difficiles qu'ils traversent. Voilà. Alors, je remercie M. Bosset pour son intervention. Je vais vous donner une information conclusive cette fois-ci. Toutes les semaines ou presque, j'assiste en visio aux attributions du fonds de résistance pour les commerces et activités en difficulté, étant entendu que la communauté de communes a mis de l'argent là-dedans, la région, etc., etc. Et en tout cas, pour ce qui concerne notre communauté de communes, il reste de l'argent. Ça, c'est le fonds de résistance. Depuis hier, je sais que va être mis ou est mis en place un fonds de résistance loyer. Ce fonds de résistance loyer, dont on aura les derniers détails d'ici la fin de cette semaine, s'adresse aux petits commerces et aux petites entreprises de moins de 5 salariés. Donc ce sont les kebabs, les bars, les petits restaurants, etc., etc. Il ne s'agit pas d'une avance, il s'agit d'une subvention de la région Grand Est, qui concernera les loyers, je dis ça sous réserve, mais de novembre, décembre et janvier, à hauteur de 3 000 €. C'est 1 000 € par mois, donc c'est pas rien. Donc j'invite nos VP chargés de ce type de questions à suivre. Donc fonds de résistance loyer, ça existe, il y a des choses, on aura d'autres informations, ce qui veut dire que là, un certain nombre de nos très petits commerçants qui ont des problèmes de loyer pourront y faire appel. Le dépôt des dossiers se fera jusqu'au 15 janvier, d'accord? Donc ils l'auront peut-être pas tout de suite. Bon. J'ai posé la question de savoir si c'était exclusif d'une aide des communautés de communes. Non, c'est en complément, d'accord? Des communes, hein, chacun ayant pris à sa disposition. Donc en gros, un commerçant qui aurait été aidé par une commune ou une interco à hauteur de 250, je prends n'importe quel exemple, peut encore prétendre jusqu'à 1000 à 750 si toutefois il paye 1 000 € de loyer. Sachant que, il y a des critères, d'accord, et qu'on aura intérêt quelque part à regarder quels sont ces critères si on veut, et puis qu'il faudra qu'ils aient nécessairement instruit leur demande auprès de leur bailleur
qui acceptera ou refusera leur demande de loyer avec les crédits d'impôt et l'ensemble des dispositifs. S'il y a un papier disant que le bailleur n'a pas souhaité, donc ils pourront être instruits. S'il y a des dispositions qui ont été prises avec le bailleur, ce sont les dispositions qui auraient été prises avec le bailleur. D'accord ? Donc ça, c'est d'hier matin, va être plus rapide, étant entendu que ce que je vous dis là, je profite de votre intervention pour le dire, mais que j'attendais demain d'avoir... mais jusqu'à présent, j'avais posté sur la page Facebook de la mairie une chose de la région Grand Est sur les loyers. Je l'ai retiré immédiatement, sachant qu'il y avait eu des erreurs dans le dossier de presse, etc. Parce que finalement, pour un certain nombre d'autres entreprises ou commerces, ce sont des avances sur le loyer. Hein, là, il s'agit bien d'une subvention non remboursable. Et donc là, je dirais qu'on a intérêt, nous, alors là, dans le cadre de cette aide aux commerçants, à les informer le plus strictement possible. Et je dirais que là, pour ceux qui en rencontrent, déjà qu'ils pensent, alors ils ont des comptables pour leur donner un coup de main, mais surtout qu'ils pensent à s'adresser à leur bailleur, d'accord, pour qu'ils aient une réponse officielle de leur bailleur. Voilà. Sur ce... Petite question par contre. Oui, j'avais dit conclusif, Oui, mais bon, madame Bourmézienne, puisque c'est vous. Mais vous m'avez interpellé parce que vous terminez sur une bonne note, une bonne conclusion. Mais à défaut de ça, si un commerçant a un loyer, si j'ai bien compris, hein, on va dire, admettons, de 1 500 €, cette subvention, si elle est accordée et acceptée par le bailleur ou le propriétaire, donc la Comco versera de ce fonds de résistance 1 000 €, et les 500 €, ça sera quand même à la charge du commerçant. Bon, écoutez, moi, j'ai pas les détails techniques, d'accord. Il est assez probable que oui. Oui, mais si c'est 1 500, je peux vous dire que le plafond, c'est 3 000. Donc ça, je pense qu'on ne viendra pas dessus. Donc ça veut dire qu'il lui resterait éventuellement 500 € à charge. C'est peut-être encore de trop, mais moi j'ai pas... non, mais c'était une simple question. Mais voilà, c'est dans un plafond de 3 000 €. Ok. Sachant que ça ne couvrira pas tout, mais qu'il vaut mieux les avoir que pas les avoir. Absolument. Voilà, donc à nous, je dirais là, d'être plus présents pour donner l'information. Et éventuellement dans les mairies, pour ceux qui peuvent, donner un coup de main à instruire le dossier, sachant quand même que n'importe quelle entreprise a normalement un comptable, et que ce comptable, normalement, c'est son métier de faire ça. Bon, il y a aussi des CCI, d'accord, il y a aussi des chambres d'agriculture qui sont supposées pouvoir aider les commerçants dans ce type de démarche. Il faut peut-être qu'ils en profitent. Je vous remercie pour la qualité de ces débats et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. C'est pas. Alors, juste